Tant que ça consiste à dire dirigeants du monde, changez, patrons de grandes entreprises, changez de business model, tant qu'il s'agit de dire ça, ça ne marchera pas. 1, la plupart voudront pas. 2, ceux qui voudront pourront pas. Donc, ça ne marchera pas. Il faut que la pression vienne du bas, non pas pour faire changer le système, mais pour faire qu'un autre système émerge à côté. Nous, on veut plus ça. On boycotte. On va vous pourrir la life. Hello hello et bienvenue sur La Causerie, le podcast dans lequel je vous emmène à la rencontre des acteurs du changement pour une discussion autour de la vie, leur vie. Pour ce 21e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Keller. Arthur n'est pas un collapsologue comme il est souvent présenté, mais un expert des risques systémiques, c'est-à-dire qu'il étudie les systèmes, leurs interactions et leur capacité à changer, ou non. Ensemble, nous parlons de dizaines de sujets, de l'intersectionnalité des enjeux contemporains au nécessaire deuil de notre société productiviste, en passant par l'écologie politique ou les responsabilités qui incombent à l'ensemble des composantes de notre société, que ce soit les citoyens, les entreprises ou les politiques. Cela faisait longtemps que je voulais aborder ces sujets et Arthur était vraiment l'invité idoine pour parvenir à ses fins. Alors un immense merci à lui d'être venu sur La Causerie pour parler de ces sujets complexes. Je pense sincèrement que cet épisode est important pour comprendre le monde dans lequel nous évoluons et de son avenir. Je pense qu'il faut le partager, le faire vivre, lui donner un écho. Alors si cet épisode vous plaît, merci de faire passer le message et de donner 5 étoiles à La Causerie sur iTunes. Bonne écoute. Donc du coup, bonjour Arthur Keller. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans La Causerie. Merci, moi aussi. Tu es un des premiers, on va dire, experts de sujets écologiques que je reçois dans La Causerie. D'habitude, j'interviewe plutôt des entrepreneurs sociaux, des aventuriers, voire même, tu vois, dernièrement, des youtubeurs. Donc, c'est bien de varier un petit peu les profils. Mais j'ai des vidéos sur YouTube, moi aussi. C'est moi vrai aussi, je suis un aventurier. Qu'est-ce que tu racontes? Mais justement, alors qui es-tu, Arthur? Alors déjà, juste une chose, je ne suis pas vraiment expert de sujets écologiques. Je te dis ça parce qu'il y a des gens qui sont très spécialisés en écologie et que, évidemment, la partie écologique, la dimension écologique est très présente dans ce que je fais, dans mes travaux, mais moi, je travaille vraiment sur des risques systémiques qui incluent l'écologie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Voilà. Je voulais dire ça parce que voilà, ça ne se restreint pas à ça. Et qui je suis? Oh là, mais quelle question! Tu commences fort. Je ne sais pas qui je suis. Moi, aujourd'hui, je suis donc quelqu'un qui travaille sur ces risques systémiques et qui essaye de faire une différence, qui essaye d'inspirer des gens pour qu'ils se mobilisent d'une manière qui soit pertinente. Donc ça, il y a deux parties différentes dans ce que je dis. Un, qui se mobilise à titre individuel et, si possible, collectif. Ça, déjà, c'est tout un travail en soi. Et qu'il le fasse d'une manière pertinente. Et c'est un autre travail qui est différent, qui se rajoute au premier. Déclencher des réactions dans la vie personnelle des gens, c'est déjà pas facile. Mais en fait, en plus de ça, si on doit faire en sorte que ces réactions soient constructives et pas contre-productives, que les gens ne s'enferment pas, vu ce que je raconte par ailleurs, on va en parler un petit peu, vu ce que je raconte qui peut faire peur, et qui peut paniquer certaines personnes éventuellement. Donc pour que ces gens n'aillent pas dans des replis ou dans des démarches individualistes qui n'iront pas dans le sens de ce qu'ils veulent, qui ne construira pas de la résilience collective, qui va créer des problèmes là où ils seront, et bien c'est pas si évident de faire tout ça. Donc j'ai pas la science infuse, j'ai pas la solution à tout, je cherche, mais voilà, j'ai trouvé des moyens d'avoir des impacts et il faut s'améliorer, il faut que ça grossisse, il faut que j'ai plus d'opportunités, de toucher plus de gens. Voilà, on y travaille. Alors, c'est quoi les Et je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Ah avec plaisir. Du coup, tu dis que tu es expert des risques systémiques et tu dis du coup que ça n'a pas attrait qu'à l'écologie. Alors, qu'est-ce que sont les risques systémiques? Alors moi, j'étudie... en fait, je suis pas le seul, il y a plein de gens qui font ça. Je fais une espèce de cartographie des types de risques qui existent. Certains risques majeurs, je parle de risques majeurs, je ne parle pas de risques micro, je parle de risques vraiment macro qui peuvent toucher tout le système, toute la société ou les sociétés dans lesquelles nous vivons, mais également d'ailleurs ce dont nos sociétés dépendent. Et typiquement les écosystèmes, typiquement un certain nombre de ressources, renouvelables ou pas, de cette planète, etc. Donc, et de services écosystémiques, même si j'aime pas ce terme.
Je dis j'aime pas ce terme parce que beaucoup de gens réduisent la nature à des services écosystémiques comme si elle n'était là que pour nous servir. Alors, juste, voilà. ce serait super que tu puisses un petit peu définir les termes Oui, que tu utilises, parce que je sais pas si tous les auditeurs j'entends. comprennent les termes, et même parfois, sûrement, comme moi, je les comprendrais pas tout à fait. Je préfère être sûr de bien comprendre. Alors, terme comme système en l'occurrence ou comme, Non, qu'est-ce que j'ai utilisé non, c'est plus en général, c'est vu que Bon, d'accord. Eh ben, j'entendais un petit jargon. j'essaierai et si j'ai pas le réflexe de le faire, tu n'hésites pas à m'appeler, à m'interrompre et je le ferai, à m'interpeller. Donc, alors, les risques systémiques, ce sont des risques qui peuvent effectivement toucher l'intégralité de la société dans laquelle on vit, enfin, ou de grosses parts de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et ce dont la société dépend, comme je disais. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste de faire cette cartographie, parce que ça, c'est pas de la systémique. Ça, la systémique, c'est vraiment avoir cette vision d'ensemble. C'est pas une systémique. Et la plupart des gens pensent que parce qu'ils s'intéressent d'un côté aux questions de dérèglement climatique, par exemple, de l'autre côté aux questions d'érosion de la biodiversité, et puis les forêts, et puis les océans, ça c'est pour la partie écologique, et puis des ressources, l'eau, l'accès à l'eau, voilà. Et puis l'économie, et puis la politique, et puis les marchés financiers, et puis je ne sais quoi, et puis quoi. Au final, ils pensent faire de la systémique. Non. C'est pas en juxtaposant un certain nombre de points de vue, d'études, d'analyses dans des domaines radicalement différents, c'est pas en se contentant de les juxtaposer qu'on fait de la systémique. On reste en silo. La systémique, c'est comment ces dynamiques, ces risques interagissent les uns avec les autres. Donc comment on relie les points entre les silos et essayer de voir s'il n'y a pas des déterminants sous-jacents à tout ça, des dénominateurs communs qui font que c'est relié d'une manière qu'on ne savait pas, voire qu'il y a une cause commune à tout ou presque tout. Voilà. Moi, je travaille là-dessus. Et moi, je travaille sur ça, c'est absolument fondamental. Quand je dis que c'est fondamental, c'est parce que ça change tout. Si quelqu'un traite le dérèglement climatique comme un problème en soi, il y a un certain nombre de démarches qu'on peut imaginer pour régler la question du problème climatique. Et puis ensuite, il y a des gens qui vont faire des démarches pour la biodiversité, les forêts, les océans, les trucs qui fondent, et compagnie. Et ces démarches-là, je ne dis pas qu'elles n'ont pas de sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire. Donc c'est très bien de protéger les forêts et les océans, etc. Mais, bien sûr. Mais si on ne fait que ça, on passe à côté des déterminants de toutes ces choses-là, et on se contente de traiter les symptômes, sans jamais traiter les causes profondes. On se contente de traiter une accumulation et une accélération de problèmes et de symptômes qui se multiplient. Et on essaie de gérer cette accumulation de problèmes sans jamais s'attaquer au système qui crée ces problèmes. Et donc on n'y arrivera pas. Donc c'est indispensable, par exemple, décarboner le plus possible nos sociétés pour soulager le climat est vital. Mais c'est pas la seule chose à faire. Mais c'est même pas juste ça, j'allais dire, c'est vital mais dérisoire. C'est en même temps vital, mais si on ne fait que ça, on va se casser la gueule, s'effondrer, ce sera le chaos. Parce qu'on ne s'attaque pas aux causes primaires. Donc voilà, mon travail consiste déjà à faire cette modélisation systémique de la grande problématique à laquelle on est confronté, qui est une problématique de limite, une problématique qui fait on va avoir une décroissance des flux énergétiques et matériels dans les prochaines décennies. Il a déjà commencé en réalité, mais nous, dans nos sociétés riches, on la sent pas trop haut, nous, sauf certains en bas de l'échelle, mais ça va se produire et s'accélérer, parce que ce sont des exponentielles un peu partout, ça va s'accélérer. Et je dis simplement que si on ne prépare pas ça, on va vers des effondrements, effectivement. Bon, deux secondes, je termine quand même, parce que donc il y a cette modélisation-là de la problématique, mais elle ne suffit pas. Déjà, il y a peu de gens qui font cette modélisation systémique, il y en a très très peu, hein. Et parmi ces gens-là, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ben voilà, on a modélisé le problème, donc voilà les solutions. Ah non, il manque une étape essentielle entre le problème et les solutions. C'est caractériser les résistances au changement. Il faut aussi faire une caractérisation systémique des verrouillages du système pour comprendre qu'un certain nombre de solutions auxquelles on pourrait penser, qui ont l'air logiques, ne peuvent pas marcher. Et elles ne marcheront jamais. Notamment tout ce qui consiste à réclamer des dirigeants qu'ils fassent des choses qui n'iraient pas dans le sens du système est voué à l'échec. Voué à l'échec, ça ne peut pas marcher. Les dirigeants ont du pouvoir dans le système, mais aucun pouvoir pour changer le système. Donc, Comment est-ce que tu l'expliques ça? Je peux l'expliquer de manière diffuse, on va dire, diffuse. Je peux l'expliquer de différentes manières. Comme tu veux.
Tu couperas ça au montage parce que j'ai fourché. Non, je coupe. Alors, c'est le principe Il aussi de coupe ce rien. podcast. Je coupe rien du tout. Il veut pas couper. Pourtant, j'ai ma langue à fourcher. Bon, alors, Je te laisse reprendre. je voulais dire, pas diffus, c'était pas le mot que je cherchais. Non, je peux l'expliquer de différentes manières. Mais moi, la manière qui me parle le plus, parce que c'est la plus carrée, et en même temps, je suis désolé, c'est la moins communicable, parce qu'elle est vraiment compliquée, c'est par la dynamique des systèmes. Et la dynamique des systèmes, c'est quoi ? C'est un truc un peu compliqué, un truc de matheux d'informaticiens et de physiciens et d'ingénieurs. Et c'est vrai que c'est ma formation initiale, moi. Voilà. Donc j'ai trempé là-dedans il y a 15 ans maintenant. Alors, vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous sortir des équations, parce que moi-même, les équations, ça fait un peu longtemps. Mais non, mais voilà, donc j'ai étudié ça. Et c'est quoi la dynamique des systèmes ? C'est comment on regarde les règles d'évolution dynamique de systèmes complexes. Et un système, c'est quoi ? C'est juste un certain nombre d'éléments très différents. Dans notre société, en l'occurrence, ça va être des gens, ça va être des entreprises, ça va être des collectivités, ça va être des infrastructures, enfin n'importe quoi, n'importe quel type de chose. Ça. C'est un élément du système, un écosystème, c'est un élément du système, entre guillemets, dans lequel on vit. Un ensemble d'éléments qui sont reliés par des règles d'interaction, des règles de fonctionnement entre éléments. Voilà, ça c'est un système. Et un système complexe, c'est quand tu as beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments de type, enfin une grande variété d'éléments, et une grande variété aussi de types de règles d'interaction entre ces éléments. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut modéliser jusqu'à un certain point. Il ne faut pas chercher à modéliser tout, le monde, les hommes. On sait très bien que ça a des limites. Enfin, on sait très bien. Malheureusement, il y a beaucoup d'économistes qui veulent tout modéliser et qui croient qu'ils vont y arriver. Et justement, c'est le grand problème dans ce monde, c'est qu'ils pensent faire de la science, alors qu'en fait, c'est aussi rigoureux que quand les aruspices lisaient dans les entrailles de poulet, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc il ne faut pas chercher à modéliser ce qui est immodélisable. Mais il y a des choses qu'on peut modéliser quand même, malgré tout, et on peut en tirer des grandes conclusions. On peut en tirer notamment, c'est là que je voulais en venir, une conclusion qu'un système qui a entre guillemets un ADN, qui a une façon de fonctionner, avec des règles d'interaction qui sont gravées dans le dur dans ce système, on ne peut pas le faire changer. On peut changer des éléments du système, ça et là, mais on ne fait pas changer globalement le fonctionnement du système lui-même dans son ensemble. Typiquement, un exemple que je prends souvent parce qu'il est simple et compréhensible, même si en réalité il fait appel à des choses qui sont très complexes en physique, dans la physique des plasmas. C'est quoi les plasmas ? Le plasma, on dit, c'est un quatrième état de la matière. Tu as solide, liquide, gazeux et plasma. Plasma, c'est des particules ionisées qui sont en interaction les unes avec les autres. Mais tu sais quoi ? On s'en fout. Non, moi ça m'intéresse parce que justement, comme tu disais au début, tu as une formation scientifique, très logique, etc. Alors que moi, c'est plutôt complètement l'inverse. Et ça me fascine toujours cette capacité, si tu veux, à justement ne pas juxtaposer les sujets et trouver les chemins logiques. Et tu vois, la logique de ton esprit, ça m'intéresse vraiment. Donc, mais disons, je te remercie, enfin, c'est sympa, mais le truc, c'est qu'effectivement, il faut, et c'est là que c'est compliqué parce qu'il y a très peu de gens qui font cette démarche-là, il faut savoir aller récupérer dans d'autres sciences, dans d'autres champs disciplinaires, ce qui est utile, sans essayer de faire dire aux choses qu'elles ne disent pas, parce que les métaphores et les analogies ont leurs limites aussi, tu vois. Donc, on ne peut pas non plus, si tu veux... Surtout sur des sujets comme cela. Bah évidemment, tu ne peux pas faire une analogie parfaite entre une société humaine et des plasmas. Bon, passons. Mais si je prends le plasma, c'est pour expliquer un concept. C'est pour dire qu'on sait modéliser aujourd'hui des plasmas en dynamique des systèmes. C'est relativement simple d'ailleurs, sur le plan de la modélisation. Et donc ça veut dire quoi ? On a des particules ionisées en interaction les unes avec les autres. Et on connaît les règles d'interaction au niveau électromagnétique, électrostatique, un certain nombre d'autres choses entre les différentes particules. On est totalement incapable de dire quelle va être la trajectoire d'une particule. On peut d'ailleurs enlever des morceaux de plasma, en rajouter, machin, on peut changer des choses. Et on ne sait pas du tout quels vont être, je te dis, les comportements individuels des particules. Par contre, on arrive à modéliser très bien, et à très peu de choses près, quel est le comportement d'ensemble du plasma. Voilà. Et grâce uniquement à la connaissance des règles d'interaction entre les particules. On sait que le plasma, il va plutôt prendre cette forme, se déformer comme ci, comme ça, aller en fonction des contraintes extérieures qui lui sont appliquées. Et là, c'est un peu pareil. Dans la dynamique des systèmes, donc, on ne sait pas du tout ce que vont faire les gens et on peut changer des choses dans le système. Mais pourtant, le système, il y a une forme d'inertie, de direction générale. Et quand tu essaies de le changer, il se réapproprie les changements d'une manière ou d'une autre. Donc, si on veut changer le système,
j'arrive à la conclusion. Si on veut changer le système, en changeant par ici une loi, par ici une norme, par ici un programme politique différent, dans un pays donné ou dans une région donnée, par ici on a, je ne sais pas, une technologie nouvelle qui va changer des choses, bref, on va modifier des choses à l'intérieur du système, mais le système ne change pas fondamentalement. Les grandes directions, les grandes dynamiques restent les mêmes. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens, comme je disais, qui ont le constat, mais qui s'arrêtent là et qui ensuite vont directement aux solutions, sans passer par la case qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, des gens qui croient notamment que l'on va pouvoir changer le système, se trompent. Et moi, je travaille enfin là-dessus. Et donc, sur la troisième partie, une fois que tu as modélisé le problème, modélisé les freins et les blocages qui existent dans le système, eh bien, tu en arrives à qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et donc, je ne suis pas juste un expert des risques systémiques, je suis un expert des risques systémiques et des stratégies de transformation vers des systèmes qui soient à la fois résilients, c'est-à-dire capables de résister aux chocs et aux grands changements et aux pénuries qui arrivent, et dignes, c'est-à-dire où on vit ensemble d'une manière humaine aussi, parce qu'il y a cette dimension-là à ne pas oublier. Super. Oui, ce que je voulais dire, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis. La semaine dernière, j'ai vu Nicolas Hulot faire une conférence et qui justement expliquait que son échec au gouvernement n'était pas tendu au pouvoir qu'on lui avait attribué ou non, mais du fait que la transition écologique, je ne sais pas si tu aimes ce mot ou pas, que la transition écologique, en fait, c'était une transition sociétale et que, en fait, il avait une feuille de route lui et que chaque ministre de son gouvernement en avait une autre. Mais en même temps, est-ce que par exemple le jour où la France fait une vraie transition écologique, en tout cas repense son modèle social autour de cette transition écologique, est-ce qu'elle s'isole, est-ce qu'elle initie un changement qui peut être suivi par d'autres, ou est-ce qu'il faut une dictature verte à l'échelle mondiale pour changer les choses ? J'aurais dû prendre des notes parce qu'elle est à tiroir ta question. Ouais. Je pars de la fin. Dictature verte. Il faut arrêter avec ce délire total de dictature verte. Je le dis parce que je suis très emmerdé. Les Khmers verts, les ayatollahs verts. Ok, je comprends que certains qui ne soient pas du tout écolos puissent être emmerdés par des gens qui leur expliquent qu'il y a des limites et qui ne le font pas toujours très bien. Hein, les gens ne sont pas forcément pédagogues, etc. Ça peut être des gros cons, évidemment. Mais du coup, au final, des gens se brusquent, ils disent mais c'est qui ces gens qui veulent nous mettre des limites comme si c'était un choix ? C'est pas un choix, il y en a des limites. Et donc on parle de dictature verte. Alors, je vais être franc avec vous, quoi. La dictature ne viendra pas par les Verts. C'est pas possible. Parce que c'est complètement contraire à l'idée même et fondamentalement à l'idéologie, j'ai envie de dire, des écolos. Fondamentalement opposé. Il n'y a pas plus démocratique, si tu veux, dans l'esprit qu'un véritable écologiste. Après, il y a des gens qui se sont tellement radicalisés qu'on peut leur dire que ce sont des extrémistes. Attention de ne pas mélanger les deux mots. Hein. La radicalisation, c'est pas du tout l'extrémisme. Mais des gens qui sont tellement radicalisés que ça... comparativement au monde tel qu'il est, ils paraissent extrémistes. Je peux le comprendre. Alors que c'est ce monde qui est extrême en réalité. Et quand tu es normal, tu parais pour un extrémiste aux yeux de ce monde par différentiel. Et d'ailleurs, on voit même que les politiques commencent à mettre les militants écologistes dans les cases à risque. Bien sûr, même en fiché S des fois. Même fiché S, donc c'est terrible. Même des fois dans la même case de risque évalué que Al-Qaïda. C'est délirant. Et pareil pour les véganes. Pareil pour les militants de la cause animale, effectivement, et d'autres. Donc bref, c'est délirant. Juste parce que par différentiel vis-à-vis de ce monde qui est fou, ils apparaissent comme des fous. Hein, donc c'est-à-dire que le mec sain au milieu de l'asile apparaît comme un fou. Tu vois ? Bon, passons. Je ne dis pas qu'ils sont tous sains pour autant. Il y a des fous comme partout, il y a des tarés, des machins. Mais bon, voilà, donne à quelques-uns, il y a quelques extrémistes, entre guillemets. Alors, tout de suite, les Khmers verts. Bon. Alors non, que ce soit bien clair. La dictature écologiste, c'est un oxymore, ça n'existera pas. Par contre, il y a de vrais gros risques de dictature, encore pire qu'aujourd'hui. Je dis encore pire parce qu'on est déjà dans une forme de totalitarisme aujourd'hui à différents égards. Mais passons, il y a des vrais risques de dictature très liberticides dans l'avenir, qui ne viendront pas des Verts, mais qui viendront de gens qui vont utiliser des arguments écologistes pour justifier leur truc. Et ça sera perçu comme une dictature verte. Ils auront doublement réussi leur coup, à 1, imposer la dictature, et à 2, niquer complètement l'écologie. Donc, il y a un vrai risque de dictature verte, mais certainement pas de la part des Verts ou des écolos.
Ça ne viendra pas d'eux. Ça, je voulais le dire, tordre le cou à cette idée, parce que j'en commence à en avoir ras-le-bol. Des gens qui connaissent... C'est exactement pour ça que j'ai posé la question. J'avais lu pas mal d'articles justement sur ce fait d'utiliser l'écologie pour... en gros, même pour... Tu vois, la semaine dernière, en étant au Change Now, il y avait les Gilets jaunes qui faisaient un happening devant le Grand Palais en expliquant que voilà, c'était la transition écologique, c'était le libéralisme et le capitalisme, tu vois, qui se réinventaient. Et c'est pour ça que je voulais poser cette question, parce que je me doutais que tu la laisserais pas passer comme ça. Non, mais bon, je réagis sur ce détail-là qui était à la fin de ta question, mais effectivement, j'entends beaucoup ça, et en général, je peux dire un truc, c'est que les gens qui parlent, qui critiquent comme ça, ou qui ont peur des écolos, déjà, ça veut rien dire, les écolos. C'est quoi, les écolos? C'est un mec qui s'intéresse à l'environnement. Dans ce cas-là, je suis écolo. C'est quelqu'un qui est militant à Europe Écologie Les Verts, c'est un écolo? Ah, ben moi, dans ce cas-là, je suis pas écolo. C'est quoi un écolo? Donc, je sais pas. Bref. Mais les gens qui disent, les écolos, machin, c'est des gens qui sont pas écolos, qui n'en manifestement, qui n'en ont pas, qui savent pas ce que c'est que l'écologie, qui sont pas dedans et qui critiquent un truc qu'ils connaissent pas. Bon. Et après, c'est des fantasmes. Ce sont des fantasmes irrationnels. Bon, revenons. Sur Nicolas Hulot. Sur Nicolas Hulot, sur le fait qu'au gouvernement, tu disais, c'était... non, mais que lui avait un secrétariat d'État qui lui conférait pas mal de pouvoir, mais qu'en même temps, vu qu'on parlait de système et de frein au sein... Chaque ministre a sa propre feuille de route. Voilà. C'est un grave problème. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Là, pour le coup, je suis bien placé pour en parler, parce que il se trouve que tu le sais peut-être pas, mais en 2017, j'ai été le directeur programme, c'est-à-dire celui qui a construit le programme d'une candidate à la présidentielle. En l'occurrence, c'est quelqu'un dont relativement peu de gens auront entendu parler, parce que justement, on s'est heurté à des verrouillages médiatiques terribles. Une personne qui s'appelait Charlotte Marchandise-Franquet. Ah bah si, c'est... Toi, tu connais? Bon. Oui, c'était la primaire.org. La primaire.org, voilà, toi tu connais. Qui était une primaire des internautes organisée en ligne. Il y avait eu 128 000 personnes de mémoire qui avaient voté. Il y avait eu 215 de mémoire candidats et candidates sur cette plateforme. Elle était ressortie vainqueur, avec le plus de soutien, et du coup elle était partie à la présidentielle. Mais pas eu les parrainages, c'est ça? Ouais, mais très honnêtement, c'est un peu comme Apollo 13, c'est-à-dire c'est un succès réussi. Ouais. C'est un échec réussi, pardon. C'est un échec réussi. Et puis ça a libéré plein de choses là. Maintenant il y a Moi Candidat ou un truc comme ça. Puis sur les municipales, il y a d'autres, ouais, organisées par tous les milieux proches des parasites, etc. Ça a ouvert une voie. Mais quand on ouvre une voie, quand on est entre guillemets un peu pionnier d'un truc, on réussit rarement. Mais c'est les autres derrière qui prennent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a ouvert un peu une voie. Il y a effectivement donc, je dis c'est un échec réussi parce que on a quand même eu 135, je crois, voix. Je suis à peu près certain du chiffre. 135 parrainages sur 500 pour quelqu'un qui s'est lancé en politique 2 mois avant. C'est pas si mal. Franchement, c'est pas mal. Et c'était uniquement une question de temps et de visibilité médiatique. Parce qu'en fait, on avait un impact énorme. Quand on parlait à des élus, très souvent, il y en a qui disaient « ça me parle ce que vous me dites ». Et on a eu un taux de réussite auprès des élus qui était quand même assez étonnant, qui était assez élevé. Au-delà des élus qui sont encartés et qui disent moi, de toute façon, moi, je soutiens l'EPS, moi, je soutiens les Républicains, moi, ceci, moi, cela. Bon, il y en a qui c'était impossible de discuter avec eux, il y en a beaucoup. Mais je veux dire, il y en a plein qui n'étaient pas étiquetés. Alors, eux, ils étaient très, très réceptifs. Sauf que la grande majorité n'a juste jamais entendu parler de nous. Voilà. Et si tu veux, en février 2017, Charlotte Marchandise a totalisé 60 minutes d'antenne, tout confondu, pendant qu'Emmanuel Macron en avait 2166. Voilà. Emmanuel Macron aurait fallu plus rentrer dans le système, tu vois, pour... Non, mais plus rentrer dans le système, ça veut rien dire. Emmanuel Macron, s'il a eu 17 000 couvertures de magazines et de journaux entre 2015 et 2017, c'est uniquement parce qu'il est copain avec des élites qui possèdent, pour certains, les médias. Voilà, point. Et si tu veux donc rentrer dans le système dans ce sens-là du terme, ça n'a plus de sens. Oui, mais voilà, peut-être comme a voulu le faire Nicolas Hulot. Est-ce que Hulot, au final, c'est pas ce qu'il a voulu faire en se disant, voilà, on va avoir une forte majorité, tu vois, on va avoir une forte majorité aux législatives et à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire passer des choses. Et bon, voilà, finalement, le camouflet tombe et maintenant, on vote l'interdiction du plastique en 2040. Mais parce qu'on ne change pas le système. Et en l'occurrence, le système, là, c'est le système Macron. Et pas que lui, c'est les gens autour de lui. Il n'est que finalement une
vitrine qui est représentative, qui représente certains intérêts, certaines façons de faire et de fonctionner, une certaine vision du monde, une certaine posture vis-à-vis du monde et des hommes. Et donc Macron, voilà, c'est pas juste Macron, c'est tout un écosystème derrière. Et ce système-là, tu le changes pas. Tu le changes pas. Donc Nicolas Hulot, je l'aime beaucoup. Très honnêtement, il y en a plein qui l'ont critiqué pour des raisons que je trouvais un peu mesquines. Sous prétexte qu'il n'arrivait pas à faire passer certains changements, on disait ah bah ça y est, il a trahi la cause, mais bon, c'est stupide quoi. Il faut bien comprendre effectivement la situation qui était la sienne. Il était totalement. Je n'ai jamais douté des bonnes intentions de Nicolas Hulot, de ses convictions profondes et du fait qu'il est totalement au service de sa cause. J'en ai jamais douté. Pour autant, je déplore une certaine naïveté sur le plan politique, quoi. Une naïveté de ce qui est possible ou pas sur le plan politique. Et justement, cette mécompréhension des verrouillages du système. Voilà, il lui manquait ça, à Nicolas Hulot. Il lui manque peut-être encore ça. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, je ne le connais pas personnellement. Nicolas, si tu m'écoutes, j'aimerais bien discuter avec toi. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a plein de choses à se dire. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné par pas mal de choses. Et en même temps, qui m'a aussi, je le dis, déçu par aussi pas mal de choses. Et des choses que j'ai trouvées surprenantes, de candeur, j'ai envie de dire. Et quelque part, ça fait lui aussi sa force parce que c'est quelqu'un d'assez honnête qui est comme il est, tu vois. Même s'il a eu du media training dans le lot, il s'est aussi un peu armé. Malgré tout, il reste très spontané, très humain. Pur, Ouais, il veut pas rentrer dans le marketing, dans le over. Tu vois, j'apprécie, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un moment où il faut sortir de soi. Il y a un moment où on n'est plus l'homme, on est le symbole. Le symbole. Et on est plus que soi-même. Et il a eu cette opportunité rarissime d'être plus que Nicolas Hulot. Enfin, d'être plus que Nicolas. D'être Hulot. D'être Nicolas Hulot. Pas le petit Nicolas. Le grand Nicolas Hulot en tant que symbole, pas en tant que personne. En tant que qu'est-ce qu'il représente. Et tu vois, moi, personnellement, je le dis, c'est la première fois que je le dis en ligne. Et c'est pas une critique de Nicolas Hulot véritablement, dans le sens où je critique pas l'homme. Hein, mais c'est vrai que je critique un truc qu'il a fait. Moi, j'ai été, contrairement à beaucoup, j'ai été atrocement déçu par la manière dont il a annoncé son départ du gouvernement. Ah bon ? Ouais, terriblement déçu. Pourquoi ? Parce que j'ai bien compris la situation qui était la sienne. J'ai bien compris qu'il était en mal-être. J'ai bien compris que ça faisait un moment qu'il essayait de faire des choses qu'il n'y arrivait pas, qu'il voulait partir et qu'il ne savait pas, qu'il se tâtait, qu'il a voulu partir, puis finalement non, puis quand même, et puis oui, puis on l'a rattrapé, et puis il s'est laissé faire, etc. Et au final, qu'est-ce qu'il nous livre ? Il nous livre quelque chose de, certes, très sincère, mais d'assez spontané. Avant de rentrer dans le studio, il n'était pas sûr s'il allait le dire ou pas. Il n'avait pas vraiment préparé. Il savait ce qu'il voulait dire, mais il n'avait pas préparé un texte. Et il est arrivé et il s'est épanché. Et il n'arrêtait pas de dire « Mais j'en veux surtout pas à Emmanuel Macron, hein. Et puis j'en veux pas à Édouard Philippe, hein. C'est mes copains, je les aime bien, ils sont sympas, hein. C'est mes copains, ils sont très bien, j'ai rien à leur reprocher. » Bon, merde. Non, au bout d'un moment, merde. Moi, dont j'avais envie, là, à ce moment-là, c'était quelqu'un, un grand Nicolas Hulot, qui, parce qu'il savait qu'il voulait partir, aurait écrit un speech, l'aurait appris par cœur, répété, et nous aurait sorti à ce moment-là un grand moment d'éloquence à la Churchill. Un putain de discours qui serait rentré dans les livres d'histoire. Parce que l'opportunité était possible, là, d'avoir un grand moment qui rentre dans les livres d'histoire. Au final, ce ne sera pas le cas. Au final, c'était intéressant. C'était utile à certains égards, il a dit des choses intéressantes et utiles. Mais c'était juste Nicolas Hulot, le pauvre. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui à la politique ? Bon, maintenant, on a... peut-être que tu auras ton mot à dire dessus, mais l'année dernière, il y a eu l'éclosion de Greta Thunberg. Ouais. Tu vois, comme visage un peu de la politique et avec des discours forts. Est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui ? C'est des figures politiques radicale, mais en même temps qui est très communicante. Parce que, et d'ailleurs, toi, je pense que je sais pas si tu as pour projet de t'investir plus en politique, mais je crois savoir que tu as fait des études de communication aussi, justement, pour pouvoir être capable de transmettre ton message, de pouvoir parler. Est-ce que c'est pas ça qui manque à l'écologie aujourd'hui ? L'écologie politique, c'est des figures fortes, radicales, mais qui savent fédérer autour d'eux et avoir un discours qui rassemble. Bon. 3 points, si tu veux bien.
un point sur je reviens un tout petit peu en arrière sur ce point-là et après je te réponds directement. Un point sur le problème que tu disais tout à l'heure, qui est que Nicolas Hulot, il avait sa feuille de route et d'autres ministres ont leur feuille de route. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Et je voulais dire ça tout à l'heure, j'étais parti là-dessus. Donc je disais, on était parti en digression après quand j'ai parlé de Charlotte Marchandise, mais j'ai été le directeur programme de Charlotte. J'ai fait le programme politique de Charlotte Marchandise. Il y a un certain nombre d'idées qui venaient d'elle, que j'ai intégrées évidemment. Il y a un certain nombre de choses qui étaient très importantes pour elle que j'ai intégrées. Et puis plein de choses qui sont venues de moi. Et puis plein de choses qui sont venues de plein d'autres personnes avec qui on a travaillé. Bon, passons, je n'ai pas tout fait tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, il y a un truc dont j'ai été garant. C'était la cohérence de l'ensemble. Et je me suis farci l'intégralité des programmes des autres candidats. Pas seulement les 11 qui étaient au premier tour, hein, les 40 et quelques qui étaient... Bon, et certains n'avaient pas de programme, comme Emmanuel Macron. Il n'y a aucun programme, Emmanuel Macron. Tu sais pourquoi il n'a aucun programme, Emmanuel Macron ? Tu crois que c'était un choix ou pas ? C'était un choix d'avoir aucun programme. Le fait de n'avoir aucun programme gravé dans le marbre te permet de raconter ce que les gens ont envie d'entendre un mardi quelque part, et le jeudi suivant, un truc complètement différent ailleurs, voire contradictoire autre part. Voilà. Et de t'adapter à ce que les gens attendent. Et comment tu le sais ? Tu le sais parce que tu as des gens qui te font de l'analyse sémantique très très fort. D'ailleurs, c'est des gens à qui j'ai travaillé, je les connais. J'ai travaillé avec eux avant qu'ils aient fait cette campagne. Et donc, ils ont étudié ce qui se disait sur les réseaux sociaux, ce qui se disait sur un certain nombre de sites, etc. Et ensuite, ils ont fait une synthèse de tout ça, qu'ils ont envoyé à l'équipe de Macron. Et ensuite, il y a une autre boîte qui a travaillé sur de l'intelligence politique et qui leur disait, bon, ben voilà les discours que vous devez tenir à tel et tel endroit, voilà ce que les gens attendent à tel et tel endroit, voilà les points de Est-ce que c'est pas ça le futur un peu de la politique ? Ouais, ben non. Enfin, non, mais pas de... C'est le présent. Responsable. Mais oui, c'est le présent. Mais d'ailleurs... je crois me souvenir que Make.org, c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire. Je connais pas assez, je peux pas savoir, je sais pas. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée, effectivement, en mode, qu'y a-t-il de mal à essayer de voir ce que les gens attendent c'est ça. Pour le leur donner. Mais c'est comme ça qu'on le justifie. Hein. Ouais, mais c'est une très mauvaise justification, puisque le but n'est pas de le leur donner, le but c'est de le leur promettre. Mmh. Donc là, c'est pas adapter les actes à ce qu'attendent les gens, c'est adapter les promesses de campagne à ce qu'attendent les gens. Sachant que derrière, l'intention n'est absolument pas de respecter toutes les promesses, sachant qu'elles sont contradictoires entre elles. Donc voilà, donc c'est absolument faux, c'est de la manipulation. Ce système politique est à revoir complètement. Au final, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on se retrouve avec effectivement tout un tas de gens qui avaient des programmes et qui n'ont aucune cohérence dans ces programmes. Alors moi, je revendique un truc, vraiment à 100%. C'est que notre programme à nous, que beaucoup de gens n'ont pas connu, mais il est toujours en ligne si vous voulez le voir, il fait quand même 400 pages, c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais je veux dire, c'est un gros travail. Et ce programme-là, il est cohérent. Vous l'aimez pas, mais il est cohérent, il peut fonctionner. Tous les autres programmes, même ceux que j'aimais bien, à un endroit ou à un autre, il y a une incohérence majeure, souvent entre la partie écologique et la partie économique, où tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mec. Et ils comprennent pas, donc des incohérences majeures. Et on est dans ce problème global. Le monde est incohérent. Nicolas Hulot, il est dans un gouvernement qui est incohérent. C'est-à-dire que chacun a sa feuille de route, mais en réalité, l'important, c'est quoi la feuille de route cachée qui est au sommet de tout ça et à quoi elle donne la priorité. C'est comme dans une entreprise. Tu as un boss, et puis ensuite tu as différentes directions, et puis tu as la direction de, entre guillemets, la transition ou la RSE, RSE. Machin, ce qui va largement pas assez loin déjà, mais bon, passons, tu as la direction RSE qui a une feuille de route, et puis tu as la direction marketing qui en a une autre, elles sont rarement compatibles. Et la question c'est, à qui, quand les deux s'affrontent, à qui donne-t-on raison ? C'est toujours au marketing et jamais au RSE, rarement du moins. Donc voilà le problème. Là, c'est pareil au gouvernement. Bon, ça je voulais dire, c'était le premier truc. Deuxième truc, Greta Thunberg. Greta Thunberg, bon d'accord, elle n'est pas toute seule, il y a des gens derrière elle, machin, tout ça. Je ne sais pas à quel point ce qu'elle dit, c'est elle-même qui le dit toute seule, ou si on lui écrit des trucs, machin, j'en ai rien à cirer. Elle a tout de même, il faut bien le dire, une maturité absolument époustouflante, cette fille. Voilà. Et donc, c'est pas pour rien quand même que c'est devenu cette icône. Après, on peut se poser des questions sur ce besoin du monde à fabriquer des icônes, quoi. Oui. C'est quand même gravissime. Mais on en est là. Sachant qu'on en est là, ta dernière question, est-ce qu'il ne faudrait pas, effectivement, des gens qui soient plus inspirants, qui soient plus ceci, plus cela ? Bon, moi, c'est quelque part ce que j'essaye de faire avec moi-même. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard si j'ai à la fois à la base une formation scientifique, si j'ai fait comme tu l'as dit, une formation en communication, des formations en sciences sociales et également et sociologie du sciences risque, humaines,
Non, j'ai pas fait ça. Bah oui, alors bon, ok. J'ai aussi étudié par ailleurs, mais à titre personnel, la sociologie des catastrophes, en fait. Et puis l'analyse et la gestion de risque et la prévention pendant de risques. Donc j'ai aussi étudié ça. Et puis mais j'ai aussi étudié en grande partie la psychologie sociale. J'ai des certificats là-dedans. Et puis voilà, dans le marketing des idées aussi. J'ai plusieurs. Voilà. Je dis pas tout ça pour me la raconter. Je dis tout ça parce que j'ai énormément travaillé pour essayer de faire de moi le type le plus efficace possible pour faire passer des idées, des messages et inspirer, mobiliser, bouger les gens. Voilà, et faire, voilà. J'ai essayé ça. Je ne suis pas parfait, hein, je ne le prétends pas. Hein. Il faudrait encore que j'étudie pendant 40 ans et puis ce serait trop tard au final. Le fait est que par contre, et donc il faut savoir comprendre les problèmes, il faut avoir une vision, il faut savoir la communiquer de manière inspirante, il faut, etc. etc. Mais j'ai pas de visée politique. Quoi, hein. C'est même voilà. Donc je pense que le plus important, au-delà de tout ce que j'ai dit sur les compétences, les savoirs, les savoir-faire, le plus important, ça reste quand même évidemment l'esprit. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça reste l'état d'esprit. Ça reste au service de quoi on veut se mettre. Est-ce qu'on brigue un poste par pouvoir? Ou est-ce que... Oui, moi, tu vois, si tu veux, moi, si un jour on me plaçait, ce n'est pas le cas, ça risque pas de se produire à court terme, mais imaginons qu'un jour on proposait de me placer à un poste de dirigeant, peut-être que je le ferais. Mais pour avoir de l'impact Mais si vraiment je sens que c'est intéressant, important, voilà, peut-être que je le ferai. Mais je peux te promettre que je le ferai la mort dans l'âme, dans le sens où ce serait pour moi un sacrifice. Pourquoi ? Mais parce que j'ai pas envie de faire ça. Mais t'as envie de faire quoi ? Mais peut-être... Toi, tu veux inspirer les gens et provoquer le changement à une échelle... Parce que tout est très lié quand même. Parce que pour provoquer des changements, même si tu disais que le système ne change pas profondément, pour provoquer des changements à plus large échelle, il faut passer par la prise de conscience individuelle. Et tu vois... Où est la limite entre ce que doit faire le citoyen dans adopter un mode de vie plus résilient, dans sa manière de consommer, dans sa manière de voter, d'utiliser les pouvoirs qui sont les siens en tant que citoyen, et ce que doit faire le politique. Ok, c'est différent, lié à certains égards, mais c'est très différent effectivement. Et surtout, déjà, il ne faut pas opposer les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas dire ah non, c'est à eux d'agir, c'est pas à moi. Ok, ça c'est trop facile. D'accord, donc c'est à chacun de montrer l'exemple, c'est à chacun de se mettre en cohérence, c'est à chacun aussi d'être responsable de comment il vit, de son impact, etc. Et donc, à chacun de savoir s'il se place dans la catégorie des gens qui en ont rien à foutre, ou qui sont juste des profiteurs, s'il se place dans la catégorie des gens qui ont certes qui ont à la fois des principes moraux, éthiques, ce que tu veux, des valeurs, et une conscience de leur intérêt personnel. Et donc, on est tous plus ou moins dans cette configuration-là, sauf ceux vraiment qui se foutent de tout, hein, mais avoir à la fois des intérêts personnels et à la fois des valeurs. Mais donc, est-ce que tu es dans la catégorie qui fait toujours passer ton intérêt d'abord, ou dans la catégorie qui fait quand même beaucoup aussi passer tes valeurs d'abord? Voilà. Est-ce que tu vas juste te faire plaisir parce que tu peux, même si l'impact derrière est dégueulasse, sur l'environnement, sur les autres personnes, sur des gens dans d'autres pays, sur les animaux, sur... Est-ce que tu n'en as rien à branler parce que toi c'est bien, pour toi tu penses? Ou est-ce que tu décides de mettre au cœur des choix que tu fais au quotidien des valeurs? Voilà, la plupart des gens, malheureusement, ne sont pas dans la seconde catégorie parce que toute la culture ne pousse pas vers ça. Pourquoi se faire chier à se mettre des valeurs dans la vie quand tu peux très bien, et même c'est encouragé, faire juste pour ta gueule, de manière individualiste, à mort et sans limite? Mais t'as pas l'impression... Tu comprends qu'il y a un problème, mais un problème de normes sociales et de normes culturelles. Mais justement, j'ai l'impression que cette norme, en tout cas, est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est pas trop tard, mais j'ai l'impression quand même, justement, aujourd'hui, tu vois, avec Sansa, on travaille avec des grands groupes qui sont hyper pollueurs et qui sont dégueulasses et tout ça. Mais... Je pars tout de suite. Je quitte cette interview. Bah écoute, hein, on fait comme on peut. Mais ça nous arrive, tu vois. Mais justement, nous, on travaille alors avec ce que tu trouves. Et je comprends qu'on pense que ça soit ridicule de RSE. Et en même temps, tu vois, j'entends vraiment de moins en moins de gens. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans des bulles filtrantes, des gens qu'on connaît, des réseaux auxquels on appartient, etc. Mais si tu veux, l'écologie, j'ai l'impression qu'elle est devenue plus sexy.
Alors, c'est pas Peut-être une pas fin. jusque-là. Mais... C'est pas une fin en soi. Non, mais tu vois, les gens, j'entends personne qui va te dire qu'il faut que l'impact écologique de la viande n'est pas vrai, que prendre l'avion, ça va, on prend l'avion parce que c'est quand même beaucoup plus rapide de prendre l'avion, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de transition écologique, tu me disais, Ouais, que je savais Nicolas pas ce que Hulot disait transition sociétale, etc. Moi, je trouve que le mot transition est beaucoup trop mou déjà, c'est fini. On pouvait éventuellement envisager une transition il y a encore 10 ans, et encore, en fait, on ne pouvait plus, mais on pouvait encore penser que c'était possible. Aujourd'hui, il faut avoir vraiment 3 trains de retard sur l'état du monde pour penser qu'une transition est encore possible. Non, aujourd'hui, c'est une transformation radicale qu'il faut, radicale et rapide. Si on ne le fait pas, bon, on va vers des effondrements, des pénuries gravissimes, etc. Donc transition, déjà, c'est un mot un peu mou. Écologique, ben oui, ben non. Alors moi, je suis un écolo dans le sens, je disais tout à l'heure, où je m'intéresse profondément aux problèmes environnementaux, mais je suis plus un environnementaliste, parce que quelque part, voilà, même si on pourrait avoir tout un tas de débats sur l'environnement. Alors oui, c'est ce que ça nous environne, machin. Non, on est vraiment partie de l'environnement. Non, mais bon, ça parle à tout le monde. On s'en fout. Voilà. Donc, disons monde. environnement pour simplifier. Mais qu'on vienne pas me reprocher derrière de sortir l'homme de la nature. Hein. Ouais, Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on pourrait. Donc je m'intéresse à ça. À cette écologie-là. Mais aujourd'hui, il est trop tard pour parler d'écologie parce que ça a été galvaudé. Et ce que tu dis est vrai, mais seulement partiellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de plus en plus, chez les jeunes essentiellement, parce que c'est moins vrai chez les vieux qui se remettent moins en question, c'est pas bien papa, maman. Je parle pas à mon père ou à ma mère, je dis ça de manière générale. C'est pas bien. Faut se remettre un peu aux questions. Le monde n'est pas une prolongation tendancielle de celui que vous avez connu. Et aujourd'hui, il y a fondamentalement des choses à revoir dans son positionnement. Les jeunes commencent, une partie des jeunes, hein, plus les jeunes, je suis désolé, hein, c'est les statistiques qui disent ça, c'est pas moi, mais plus les jeunes qui ont fait des hautes études ou qui font des hautes études que les autres. Mais globalement, tu le vois déjà dans l'entrepreneuriat social, quand tu vois la typologie des gens qui font l'entrepreneuriat social. Évidemment. Voilà. Mais donc il y a une vraie prise de conscience et une vraie montée de la problématique écologique, de la problématique notamment climatique, etc. Par contre, les réponses ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que d'une part, il y a quand même malgré tout, malgré cette prise de conscience, malgré des déclarations comme quoi, oui, c'est important, même dernier sondage, hein, plus important que les questions d'emploi hein, pour les jeunes. Hein. Donc c'est la première fois que ça arrive. Donc oui, ça monte. Pour autant, franchement, dissonance cognitive et hypocrisie partout, parce que dans les faits, chaque fois, c'est plutôt la pulsion qui va l'emporter sur la réflexion. C'est plutôt, comme dirait Sébastien Boller, je ne sais pas si vous connaissez, qui a publié Le Bug humain, c'est plutôt le striatum et les pulsions du no limit et du plaisir immédiat qui va l'emporter sur le cortex cérébral, qui est plutôt la réflexion, etc. Et donc, dans chaque choix qu'on fait, il y a toujours une bonne raison de se dire... Bon, je ferai le bon choix demain, mais aujourd'hui, je vais quand même me payer cette bonne entrecôte, mais je vais quand même me payer ces vacances, machin, puis je commencerai à faire les efforts la semaine prochaine. Ouais, à chaque fois, c'est pareil. Et au final, dans les faits, ça évolue, mais ça évolue pas si vite que ça. C'est-à-dire, les comportements n'évoluent pas de manière représentative de l'évolution des pensées de ce que nous disent les sondages. Bon, donc, il y a aussi beaucoup de ça, d'hypocrisie un peu partout, et aujourd'hui, il est temps, effectivement, de rentrer en cohérence et de montrer les choses. Maintenant, si je dis que ça, si je dis, quelque part, si je remets sur le particulier, sur l'individu, ce poids et cette responsabilité du changement, on va me dire, ouais, mais ça y est, ça, en fait, il fait le jeu du grand capital, parce que les grandes entreprises, exactement, c'est ça qu'elles font. Ils disent, nous, c'est pas nous, hein. C'est aux gens, ils ont qu'à demander autre chose. Comme s'ils ne produisaient que pour satisfaire les désirs des gens, les pauvres. Personne n'a demandé trois emballages en plastique. Personne. C'est une industrie la grande monde dans lequel on vit, c'est ce qu'on appelle du push. On est dans le push. C'est eux qui poussent des produits, que ce soit des produits culturels, des produits physiques, des produits qu'on achète dans des magasins. Et les gens, ils voient ça, ils achètent, ils s'y font, ils puissent ou pas. Et puis ils les intègrent dans leurs usages. Et puis ça, voilà. Et une demande se crée. Voilà, donc c'est faux ce que nous disent les... Et donc évidemment, on risque de me dire, ouais, mais Keller, là, en fait, tout ce qu'il fait, c'est finalement, il veut le statu quo. Alors, c'est loin d'être le cas. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, les grands pollueurs, c'est là-haut. Ça va être dans les dirigeants et les grandes entreprises. Donc c'est là-haut que doit se passer le plus gros changement. Attention, c'est nous aussi, on doit changer. Une fois de plus, je n'oppose pas les deux. Hein. Il faut faire les deux. Parce que, notamment par exemple sur les déplacements, qui est une grosse partie des pollutions, la grande majorité des pollutions dues aux déplacements, c'est quand même les particuliers, c'est comme les véhicules particuliers, hein, sur ce point-là. Donc c'est pas négligeable du tout. Et puis sur un certain nombre d'autres choses, on est plutôt sur du 1/3, 2/3, tu vois.
C'est pas 99% du problème, c'est les grandes entreprises, et 1% le peuple. C'est pas complètement comme ça, sauf peut-être sur 1 ou 2 points spécifiques. Donc il y a un gros changement à faire nous-mêmes. Mais donc oui, le changement doit venir de là-haut. Mais peut-il venir de là-haut? Là encore, il faut étudier les verrouillages du système. Il ne peut pas. La seule manière éventuellement que ça vienne de là-haut, c'est si la pression vient de nous. Donc même pour les changements qui ne sont pas nos changements, c'est aux gens de se mobiliser et la responsabilité nous incombe. Je suis désolé, mais voilà, le monde fonctionne comme ça. Donc, mais du coup, c'est-à-dire que quand même, c'est déresponsabiliser les dirigeants. Je déresponsabilise personne, je dis juste que même un dirigeant qui veut changer son entreprise, il n'y arrivera pas, ou sinon à la marge. Voilà. Justement, j'allais rebondir là-dessus, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu le patron de la Maïf, qui justement a expliqué tout un tas de changements qu'il avait réussi à mettre en place à la Maïf, et qui justement, lui avait permis même de faire des économies, alors que ça lui permettait de fournir un meilleur service. Et lui expliquait que son changement personnel, il expliquait que voilà, c'était un patron très classique à la base, et que ça venait de ses enfants. Oui, souvent, oui. Et donc, est-ce que en fait, c'est non, mais tu prends là, c'est peut-être un truc très à la marge, bien sûr, mais c'est très à la marge, et tu prends un mauvais exemple. Enfin, il est bon parce qu'il est pertinent, mais il est mauvais parce qu'il n'est pas représentatif. Tu me parles d'un assureur. Les assureurs font partie des très rares compagnies qui s'intéressent au long terme. Voilà. Et c'est parce qu'ils sont obligés dans leur business model. Et encore plus les réassureurs, c'est-à-dire les gens qui assurent les compagnies d'assurance. Encore plus. Mais c'est très rare. La plupart des entreprises ne fonctionnent pas avec une visibilité plus que éventuellement 3 ans, et encore souvent c'est 3 mois. Donc ça ne se présente pas pour la plupart des entreprises. En réalité, il ne s'agit même pas d'essayer de faire changer les entreprises elles-mêmes. Ça ne marchera qu'à la marge, comme le système, comme tout système. Ça ne marchera qu'à la marge. Tu peux avoir Faber, qui est le patron de Danone, qui apparemment aurait eu des épiphanies, et apparemment voudrait... Il a dit ça, je ne l'ai pas vu. Il a fait un manifeste. Il voudrait faire rentrer le groupe Danone dans une logique, une dynamique de décroissance, dit-il. Waouh, dis donc, c'est fort de dire ça. Bon, on verra bien. Parce que je ne suis pas sûr que tout PDG soit-il qu'il ait cette liberté, cette possibilité de faire ça. Il y a des actionnaires, il y a tout un système qui est organisé avec des règles d'interaction entre les éléments du système qui sont gravés dans le dur. Et tant qu'on ne change pas ça, on ne changera rien, ou quasiment rien. Donc, ça ne marche pas. Et moi, ce que je dis, c'est que même si on n'est pas coupable à titre individuel de l'état de pourriture et de désastre dans lequel est le monde, on est responsable des grands changements de l'avenir, on doit se mobiliser pour ça. Et ça ne veut pas juste dire exiger des gens qui sont là-haut qu'ils changent. Ça ne marche pas. Donc, Extinction Rebellion, j'aime beaucoup l'état d'esprit. Mais les revendications ne sont pas les bonnes. Greta Thunberg, elle m'épate, comme je le disais tout à l'heure, pour son âge. Mais les revendications ne sont souvent pas les bonnes, parce qu'elles changent un peu, j'ai l'impression. Mais bon, tant que ça consiste à dire dirigeants du monde, changez, patrons de grandes entreprises, changez de business model, tant qu'il s'agit de dire ça, ça ne marchera pas. 1, la plupart voudront pas. 2, ceux qui voudront pourront pas. Donc, ça ne marchera pas. Il faut que la pression vienne du bas, non pas pour faire changer le système, mais pour faire qu'un autre système émerge à côté. Nous, on veut plus ça. On boycotte. On va vous pourrir la life. De l'extérieur, si je suis juste client, ou de l'intérieur, si je suis employé. Je vais vous pourrir. Il y a des très très bonnes choses pour pourrir une entreprise ou une institution ou une organisation quelconque de l'intérieur. Dans les années 70, la CIA a publié un manuel de résistance à l'usage de gens qu'ils allaient ensuite mettre à l'étranger, des agents qu'ils allaient placer à des postes dans des entreprises. Pour déstabiliser des pays. Pour déstabiliser des industries importantes dans des pays, etc. Et dans le manuel d'utilisation, il y avait comment tu pourris des réunions. Allez, vas-y, dis-nous tout. Non, mais je me souviens plus dans le détail. Mais c'est intéressant, un petit manuel de résistance pacifique. C'est ça, dans les grandes lignes. Eh bien, écoute, tu organises des réunions avec des ordres du jour qui sont sur des points de détail, et tu vas poser des tas de questions qui sont pertinentes. Il ne faut pas non plus que tu te mettes en danger. Si tu fais n'importe quoi, tu vas te faire virer. Donc, le but, c'est pas de se faire virer. Le but, c'est de montrer que tu es vraiment investi dans ton truc, que tu vas chercher les pots profonds, etc. Mais tu vas faire chier les gens sur plein de points de détail. Tu vas faire durer les réunions. Tu vas produire des comptes rendus interminables que personne ne lira. Et tu pourris une organisation de l'intérieur en faisant des trucs comme ça. Et bon, voilà.
Et ça demande du travail et tout, mais c'est une façon. Pour les gens qui n'auraient pas envie de s'impliquer, de se mettre en danger physiquement, si tu veux, lors de confrontations avec les forces de l'ordre, ça, c'est une autre façon de fonctionner. Il y en a d'autres encore. Il faut pourrir les parties les plus décadentes et les parties les plus destructives de ce système, mais surtout, il faut construire quelque chose de neuf ou exiger ou attendre, montrer qu'il y a un appel, montrer qu'il y a une demande pour quelque chose de radicalement nouveau. Non pas pour que les entreprises évoluent, mais pour que d'autres entreprises mais ça se fait créent. un peu à la marge aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as plein de projets. T'as plein de projets qui émergent, des projets citoyens, des associations qui en plus trouvent de plus en plus de financement pour faire émerger des solutions. On a aussi des entrepreneurs sociaux qui essayent de réfléchir les systèmes différemment, etc. Mais est-ce que... moi, j'ai l'impression... tu vois, un peu comme quand au tout début du podcast, tu nous disais que les gens s'intéressaient peut-être des fois trop à certains symptômes et pensaient pas le truc de manière systémique. Est-ce que la fin de la réflexion, c'est le problème, c'est le capitalisme et le libéralisme? Ouais. Non. 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 Tu penses qu'on peut créer un monde libéral et résilient? Non. Ah non, pas du tout. Donc le capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui, parce que c'est une version du capitalisme, mais qui est fondamentalement productiviste, si tu veux, in fine. Le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme, voilà, dans la forme que ça a pris aujourd'hui, tout ça est un sérieux problème, totalement incompatible avec une société qui pourrait ne pas se casser la gueule. Voilà, incompatible. Mais c'est pas ça le problème. Ça encore, c'est une conséquence, on ne remonte pas à la cause des causes. Si ça, c'est une conséquence du fait que dans la tête, on a quelque part quelque chose qui nous pousse à vouloir plus et à vouloir mieux. Et si ça n'avait pas été le capitalisme, ça aurait été autre chose. Mais ce serait revenu relativement au même. D'ailleurs, des gens, des fois, ils opposent capitalisme et communisme, comme si le capitalisme c'était le truc à l'américaine, le communisme c'était le truc à la russe. Et tout, je sais pas, il y a des trucs comme ça dans la tête des gens, mais le communisme tel qu'il a été fait, parce que c'est pas nécessairement ça le communisme non plus, mais tel qu'il a été fait en Union soviétique, le capitalisme, c'était le communisme, c'était un capitalisme d'État et un productivisme d'État. C'était Coluche qui disait ça. Je sais pas. Qui disait le communisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le capitalisme, c'est exactement l'inverse. C'est ça, c'est le contraire. Ouais. C'est très bon. J'aime beaucoup. J'avais oublié ça, tiens. Effectivement, il y a la source. Tu peux remonter, si tu veux, l'œuf, la poule, et tu peux remonter très très loin dans le passé jusqu'à c'est quoi vraiment la cause de la cause des causes. Et quelque part, on pourrait se dire, et ce n'est pas une très bonne nouvelle, que la cause elle est dans notre cerveau. Oui, c'était ma prochaine truc. Est-ce que c'est pas le côté très irrationnel de l'homme? Tu vois, alors c'est une théorie toute bidon que je m'étais fait un jour. C'est ce que j'appelle la théorie de l'Armageddon. Je sais pas si tu te souviens de ce film Armageddon. Vaguement, oui, je vois ce que c'est. Ouais. Donc, une météorite qui arrive sur Terre, c'est la catastrophe imminente, etc. Nanana. Et on envoie une équipe qui va sur cette espèce d'énorme astéroïde. Et au dernier moment, il y a un mec qui sacrifie et qui sauve l'humanité. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les gens, ils sont pas d'un optimisme, je sais pas, béat, ou est-ce qu'ils se mettent des œillères mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment quand tu vois, mais ne serait-ce que dans l'entrepreneuriat social, dans les GAFAM qui te promettent des solutions plus vertes, le solutionnisme technologique, etc. Est-ce qu'en fait, on n'est pas hyper irrationnel et qu'on se dit que dans tous les cas, en fait, c'est les Khmers verts qui nous promettent, qui nous font peur pour nous manipuler, et quand en fait, ça ira et que l'humain trouve toujours un moyen de survivre. Mais si, alors tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement vrai, grave, important. Et sur ce triomphalisme de l'esprit humain, sur le fait que nous sommes tellement géniaux qu'on va toujours s'en sortir, que c'est une question d'intelligence, que c'est une question de trouvailles technologiques, que c'est une question de volonté, etc. Mais oui, mais non. Mais pas du tout. Et pas du tout.
Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je te disais que dans les jeunes là, qui prennent conscience, il y a des dysfonctionnements mentaux. Il y a des hypocrisies parce que souvent les comportements ne sont pas à la hauteur des déclarations. Mais aussi, je te disais tout à l'heure, et je n'ai pas creusé, mais je vais le faire maintenant, le fait que les réponses en plus sont inadaptées. Elles ne sont pas les bonnes. Et parmi ces réponses, il y en a beaucoup en mode start-up, il y en a beaucoup en mode technologie, il y en a beaucoup en mode, voilà, on va trouver les solutions. Parce qu'on est brillant. Mais ça ne se joue pas là, les gars. Et ça, c'est un vrai problème. Et je peux très très bien en parler, parce que moi, j'ai été là-dedans pendant presque 10 ans. Parce que moi, on est sorti ingénieur, même si derrière j'ai fait du commercial, du machin, mais j'ai toujours travaillé dans les nouvelles techno. J'ai travaillé dans le web agency, des gens qui faisaient du conseil en web, de l'intelligence artificielle, des big data. J'ai travaillé dans dans un cabinet de conseil en web et web marketing. Voilà, tu vois. C'était il y a longtemps, hein, maintenant. Parce que je suis plus vieux que j'en ai l'air. Mais non, je veux dire, je connais bien ce milieu-là. Et moi-même, j'ai cherché. Et en fait, quelque part, c'est un petit peu la courbe du deuil. Donc, pour ceux qui connaissent, les 5 étapes du deuil, selon Elisabeth Kubler-Ross, une psychologue américano-helvétique, et qui a dit, même si c'est très schématique, il faut faire attention, parce que c'est un cadre conceptuel que j'étends au-delà du contexte dans lequel il a été établi, mais globalement, elle dit, voilà, quand tu es confronté à un deuil, eh ben, tu passes par 5 étapes qui sont le déni, la colère, le marchandage, ce qu'elle appelle, je vais y revenir, la dépression et l'acceptation. Bon, et bien là, aujourd'hui, on est dans un monde qui atteint des limites claires, et on sent bien que ça ne va pas pouvoir continuer longtemps. Les dissonances cognitives augmentent, c'est-à-dire qu'il y a un truc dans le cerveau où on se dit « Ah, je continue à faire ce que je fais, mais en même temps, à quoi bon ?» Parce que vraiment, où ça va là, ouh là là, il y a des limites. Et donc tout ça augmente, et en fait, il faut faire le deuil d'une certaine vision de l'avenir, qui ne sera pas une extrapolation tendancielle de ce qu'on a connu jusqu'ici. Ça ne sera pas le cas. Il faut faire ce deuil. Et donc, il y a plus ou moins ces 5 phases. Alors, je schématise parce que ce n'est pas exactement comme ça dans le réel, ce n'est pas aussi simple, 1, 2, 3, 4, 5, mais malgré tout, les 5 phases. Déni. Et oui, mais la plupart des gens aujourd'hui restent dans le déni, c'est-à-dire ils changent leur vision du monde pour ne pas se remettre en question. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Il y a plein de façons de faire. Ensuite, la colère. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Je suis en colère. La colère ne s'arrête pas quand tu passes à la 3e phase. Elle peut continuer, hein, les phases peuvent se chevaucher. Donc moi, oui, je suis en colère. Et je ne suis pas en colère juste parce qu'il y a des problèmes. Je suis en colère surtout quand je vois l'absence de réaction, l'absence ou la bêtise de certaines réactions face aux problèmes, ou la bêtise, ou surtout la mocheté, le côté profondément moche, sale, malsain de certaines réactions d'individualisme total, de rapports de force débiles, de gens qui veulent s'imposer comme des dominants sur des oppressés, des opprimés. Enfin, c'est absolument... Voilà, il y a certains types de comportements te pousseraient volontiers à la misanthropie. Hein. J'essaie de lutter contre ça, mais franchement, il y a de quoi déprimer quand tu vois certaines façons de Et faire. en même temps, si tu veux pouvoir rassembler, c'est pas par la colère que tu peux rassembler. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi du tout. Je vais te le dire après. Je termine quand même. D'abord, ensuite, en troisième lieu, tu as le marchandage. Et là, le marchandage, c'est quoi? C'est ce dont je parlais là. Tu vas essayer de faire des compromis, tu tâtonnes, tu te dis bon, ok, alors si j'abandonne ça, est-ce que peut-être je peux... Tu fais des compromis. Et on va essayer de trouver une solution. Ah ben oui, mais on pourrait faire ça. Et puis peut-être que ça va permettre de... Et tu cherches et tu tâtonnes et tu... Voilà. Et là, tous les gens qui font des startups en mode clean tech, smart tech, green tech, c'est des gens qui sont là-dedans. Et ils sont dans une logique de on va trouver des solutions. Ouais. Mais ils vont arriver à la phase 4 un jour, j'espère pour eux, qu'ils aient la dépression, parce qu'ils vont se rendre compte que ça ne marche pas. Et ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, pour des raisons systémiques, parce qu'il n'y a pas de solution technique, il n'y a pas de solution aussi brillante et géniale soit-elle, si elle n'est pas systémique, parce que le problème est systémique. Et donc il faut un changement de système complet. Voilà. Et la technologie, parce que c'est souvent des technos, mais les innovations, quelles qu'elles soient, pas forcément purement technologiques, mais les innovations ne peuvent pas changer le système. Elles peuvent être mises au service d'un projet, qui serait un projet de changement de système, voilà, mais toutes seules, elles ne feront rien. Et enfin, la dernière phase, c'est l'acceptation. Bon. Mais elles ne feront rien. Si tu veux, le solutionnisme en tant que tel, chercher des solutions aux problèmes et penser qu'on peut résoudre les problèmes du monde. Le solutionnisme... C'est du pansement. C'est du pansement. Le solutionnisme consiste à préserver le système en place. Tu as une voiture, plutôt, voilà. Tu as une voiture,
et ton moteur casse ou il donne des signes de faiblesse, il fait un drôle de bruit, je ne sais quoi. Le solutionnisme, c'est que tu vas le réparer. Et peut-être que ça va impliquer de changer des choses. Ah, bah tiens, on s'est rendu compte que telle pièce n'était pas bonne, il fallait la changer, machin, mais tu gardes le système. Voilà. Tu as trouvé une solution, c'est super. Voilà. Et par contre, tu peux imaginer que peut-être simplement, t'as pas besoin de voiture et puis tu peux changer de façon de faire. Voilà. Je te donne un meilleur exemple que ça. Ça, c'est le premier qui m'est venu, c'est pas le meilleur. Je t'en donne un bon qui vient de mon expérience personnelle. Indirect, puisque c'est arrivé à un ami à moi quand j'étais gamin. Et j'étais ado. Un pote à moi, il part en vacances et à la fin de l'été, il rentre de vacances et le père, c'était des gens qui avaient un peu de moyens et donc à l'époque c'était le grand luxe, ils avaient installé une porte de garage automatique. Wow. Tu cliques à distance et ça s'ouvre tout seul. Waouh. Et donc à l'arrivée dans la rue, le père à distance clique, la porte de garage s'ouvre, il rentre la voiture dans le garage, il avait oublié qu'il y avait les vélos sur la galerie. Il a niqué les vélos, il a niqué tout le sommet, le dessus du mur au-dessus du garage. Ça a fait dérailler, glisser la galerie sur la voiture. Il a foutu en l'air sa carrosserie. C'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Est-ce qu'ils ont dit peut-être que c'était idiot. Je sais pas. Ils se sont pas du tout remis en question. Ils ont dit il va falloir trouver un moyen d'installer un système qui permet de détecter automatiquement quand il y a des vélos sur la galerie. Mais est-ce que le problème, c'était pas dans un premier temps que déjà il y avait ce bip ? Parce que s'il n'y avait pas eu le bip, il serait sorti comme tout le monde pour ouvrir son garage, il aurait vu les vélos sur la galerie, il n'aurait pas fait la connerie, quoi. Aujourd'hui, on a des vaches dans des établissements d'élevage qui donnent moins de lait parce qu'elles sont déprimées. On a fait des études, les vaches sont déprimées. Est-ce que la solution, ça serait pas juste que faut arrêter de traiter les vaches comme de la merde ? Il faut arrêter peut-être d'en élever autant ? Non, surtout pas. On leur met maintenant, je sais pas si tu as vu ça, dans la banlieue de... musique classique, c'est ça ? Non, ça fait longtemps. Non, il y a un nouveau truc qui va encore plus loin, qui est dans un élevage à côté de Moscou, où ils ont conçu des casques de réalité virtuelle qu'on met sur les yeux des vaches pour leur projeter l'image d'un champ vert et joli pour que les vaches soient contentes et qu'elles dépriment moins. Non mais franchement, on donne du Temesta, on donne pour rester dans la condition animale, des antidépresseurs à des animaux d'élevage ou des animaux qui sont aux dans États-Unis, on en donne à des gosses. Oui, je sais, c'est vrai. Ouais, est-ce qu'à un moment, si tu veux, on est en mode traitement de toute façon. Et on traite les problèmes, toujours, qu'on crée par notre système de merde, sans jamais remettre le système en question. Et c'est une course en avant qui est ingagnable, avec une accumulation de problèmes derrière, qu'on ne sait plus gérer parce que c'est trop complexe, ça devient trop nombreux et complexe. Et d'ailleurs, dans les 2 prochaines décennies, je te l'ai dit, nous allons avoir une descente énergétique et matérielle, qu'on le veuille ou pas. C'est pas une question de volonté politique. Et cette descente énergétique et matérielle va dire qu'on va avoir de moins en moins de moyens pour régler de plus en plus de problèmes tant qu'on ne se remet pas fondamentalement en question au niveau de la civilisation. Donc voilà, moi je te dis, c'est vrai effectivement, les courbes donnent pas très envie. Et pour finir, parce que je disais qu'il y a une course en avant et on pense qu'on va résoudre les problèmes par des ajouts techniques ou technologiques. Bon, mais c'est faux, ça ne marchera pas. Et donc, toutes les clean tech machin font du solutionnisme, elles ne font que maintenir le système plutôt que de faire ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est-à-dire en inventer un nouveau. Juste une phrase pour te dire que c'est terrible parce que, tu vois, ici, on est dans un lieu, tu m'as invité, qui est chouette, hein, c'est un coworking, et je sais très bien que dans ce genre d'espace, vachement à la mode, assez géniaux, il faut bien le dire, c'est beau, c'est agréable. Il y a beaucoup de start-up dans ces modes-là, en mode de ce que tu me racontes, enfin, de ce qu'on dit là. Et je sais que c'est les gens, des fois, ils ont de vraies bonnes intentions. Hein. Ils pensent vraiment qu'ils vont changer le monde. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris, justement, le problème, il est les verrouillages. Ils n'ont pas vraiment compris ça. Ils sont à côté véritablement de la plaque. Et il y a une culture dans ce milieu-là qui, moi, m'exaspère un petit peu. Une culture de beaucoup de gens, je ne dis pas tous, hein, mais beaucoup de gens, qui sont un peu une élite intellectuelle et un peu des créatifs culturels, et ils se croient super malins, ils se croient super intelligents, ils pensent qu'ils ont compris mieux que les autres, parce qu'ils font des super technos, hyper pointus, etc., parce qu'ils maîtrisent des trucs hyper intelligents. Et en réalité, malgré tout le côté génial, malgré aussi des fois les jolis travaux qui sont faits en termes de packaging, en termes de mise en forme, qui fait que c'est très joli, que ça donne très envie, et que ça a l'air très sophistiqué, c'est archaïque. C'est-à-dire que c'est une vision de on va sauver le monde par nos innovations qui est obsolète. C'est des gens qui n'ont pas compris le monde, les limites du monde, etc. Et en fait, leur vision du génie humain et de la façon dont l'homme devrait gérer la situation, cette vision-là est une vision qui n'a plus cours. En réalité, le monde, on a dépassé les stades où on pouvait encore faire ce genre de choses.
Aujourd'hui, la seule chose, c'est de redevenir un petit peu humble, de décroître les flux énergétiques et matériels, et donc de faire des choix pénibles de ce qu'on garde et de ce qu'on refuse, tant qu'on peut encore faire ces choix, et de réimaginer la place de l'homme dans la nature. Et de ne pas le voir comme au sommet de la pyramide, mais plutôt de manière écosystème. Mais Tout à fait. une des questions que je me pose, c'est quand même... Nous, on dit ça, on est en France. Ouais. Tu vois, on fait partie, qu'on le veuille ou non, des 1 ou 2% des personnes les plus riches sur cette planète. Il y a encore aujourd'hui, je ne sais pas combien de centaines de millions, voire de milliards de personnes qui ont ni accès à de la nourriture tous les jours, ni à l'eau courante, ni à l'électricité, ni à Internet, etc. Qu'aujourd'hui, il y a des classes moyennes qui sont en train de se développer petit à petit dans des pays anciens tiers-monde. Il y a un accès à la consommation, en tout cas, qui se fait pour des pays, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique, etc. Et tout. Et comment à eux leur dire, alors qu'on leur a vendu un modèle et on les a, nous, en tant qu'occidentaux, écrasés de notre technologie, notre art de vivre, tout ça, etc. Et comment leur dire, non mais les gars, en fait arrêtez tout maintenant, parce qu'en fait, on a compris, on fait fausse route, et en fait, vous qui accédez à la consommation, en fait, renoncez. Ouais. Je comprends ta question. En même temps, tu fais un usage, je vais juste être pointilleux là-dessus, un usage un peu déplacé du nous et du vous. C'est-à-dire que nous, c'est pas nous, c'est certaines personnes. C'est pas nous qui avons imposé, c'est pas toi, c'est pas moi. J'ai pas voulu imposer un modèle. Voilà. Il s'est imposé à moi et j'étais très content pendant longtemps, tant que je me posais pas de questions. Voilà. Et eux, ils se posent pas de questions, la plupart d'entre eux, et puis ils absorbent comme nous. Et puis c'est il y a pas de nous, il y a pas de eux, il y a pas. D'ailleurs, c'est ça souvent le problème, c'est on pose la question, mais peut-on changer les choses? Peut-on résoudre le problème? Peut-on? Mais qui est on? Il n'y a pas de on. D'accord, il n'y a pas une décision qui est prise. Ou alors il faudrait un dictateur qui a pouvoir absolu sur toute la planète. Alors lui, ce serait on. C'est lui qui décide pour tout le monde, de manière cohérente. Bon, je ne suis pas sûr qu'on veuille ça. Mais au final, il n'y a pas de on. C'est juste une multitude de gens qui font plus ou moins ce qu'ils veulent. Après, évidemment, chaque système, chaque société, chaque nation a ses règles, etc., et ses limites. Mais globalement, il n'y a pas de on. Donc, déjà, c'est un problème, ça. Il n'y a pas de conscience collective. Tu vois, si on pouvait trouver une innovation qui fait que tu forces l'empathie sur les gens, si tu fais du mal à quelqu'un, tu ressens toi-même exactement ce que tu fais à l'autre. Alors, je pense qu'il y aurait des espèces de forces de rappel qui se mettraient en place un peu partout dans le système, ça changerait tout, et du coup, on deviendrait bien plus bienveillant. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens, ils se font rien à foutre, pour la plupart, de l'impact qu'ils créent. Soit parce qu'ils sont comme ça, il y a des gens qui n'ont vraiment rien à foutre, soit parce qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas se poser ce type de questions. Certains, ils n'ont pas l'éducation pour ça, ils sont en survie, en mode survie, et voilà, donc c'est compliqué. Les dynamiques dont tu me parles, oui, elles sont hyper préoccupantes. Et on ne peut rien faire contre ça. On ne peut pas stopper. Ça va se stopper tout seul. Ça va se stopper par réduction physique des flux, qu'ils le veuillent ou pas. Mais effectivement, c'est monstrueux. Aujourd'hui, la Chine, qui est, à la base, il y a beaucoup de gens en Chine. 2, ils ont une économie très dynamique. 3, une des raisons pour lesquelles ils ont une économie très dynamique, c'est que nous-mêmes, on a externalisé, exporté là-bas tout un tas de choses qu'on fait produire là-bas. Au final, le boom est tel que, pour donner un exemple, il faut quand même essayer de réfléchir à ce que je vais dire là. Entre 2011 et 2014, la Chine a utilisé plus de sable pour le béton, pour les infrastructures, pour les routes, pour les buildings, etc., a utilisé plus de sable en 3 ans que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Quand je dis plus, c'est pas un peu plus, c'est à peu près 1,5 fois plus. À peu près 150% du sable utilisé par tous les États-Unis pendant le XXe siècle en 3 ans. C'est dingue. Surtout quand on connaît l'impact, en l'occurrence, sur les émissions de gaz à effet de serre du ciment, qui est une catastrophe. Bref, passons. Donc, non, les dynamiques, on ne s'en rend pas compte. C'est pas en vivant ta petite vie quotidienne là où tu es que tu te rends compte de ça. Et des ordres de grandeur, des stocks et des flux, si tu veux. Donc, quand on prend conscience de ça, ce qui est aussi une partie de mon travail, d'avoir une conscience des ordres de grandeur, tu te dis c'est pas possible. Il n'y a pas de solution à ce problème-là. Et effectivement, c'est ce que je dis. On ne peut pas changer le système. On peut changer 2 systèmes
Comment ça se passe ? Ça passe par plusieurs choses. Un, sortir du déni, une espèce de révolution de la pensée. J'essaie de travailler là-dessus, faire partie des gens qui inspirent d'autres imaginaires, qui font en sorte que les gens se projettent dans d'autres visions de l'avenir que juste un business as usual débile ou d'autres choses, style repli identitaire et machin, mais proposer d'autres visions de l'avenir. Donc ça se passe déjà dans la tête. Deux, créer un autre système qui va vers la diminution radicale des flux d'énergie et de matériaux et qui crée de la résilience face à des disruptions majeures qui se profilent. C'est-à-dire que demain, s'il n'y a plus de pétrole qui arrive chez vous, vous faites comment ? Ce n'est pas une question de il n'y a plus de pétrole sur Terre, mais juste il n'y a plus de pétrole là où vous êtes, où que vous soyez. Ça n'arrive plus jusqu'à vous. Comment vous faites ? Donc créer des systèmes résilients qui sont capables d'être relativement, entre guillemets, autonomes. Ça se construit à l'échelle territoriale, avec des territoires qui communiquent les uns entre les autres d'une manière solidaire et complémentaire en termes de ce qu'ils produisent les uns les autres, etc. Je peux rentrer dans le détail, mais je ne le ferai pas, on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc, un, la révolution de la pensée et des imaginaires. Deux, la résilience, fabriquer, faire émerger ainsi des alternatives résilientes. 3, la reliance, faire les choses ensemble. Si tu fais les choses moi dans mon coin ou moi contre les autres, etc., ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire parce que moi, Arthur Keller, j'aime pas ça. Je suis en train de dire que ça ne marchera pas. Donc moi, je suis un expert de ça, des systèmes résilients. J'ai beaucoup étudié cette question et je vois bien ce qui marche pas. Les mecs qui font une petite communauté en mode permaculture 3 potes, si jamais ils arrivent vraiment à être autonomes à créer leur bouffe, on va leur foncer sur la gueule si ça se passe mal. Et des gens qui sont en mode plus belliciste, plus militariste, survivaliste en mode preppers américains, parce que les survivalistes, il y en a plein de survivalismes différents, mais effectivement, des gens qui vont être plutôt sur ça c'est chez moi et puis t'as pas intérêt à venir parce que je me suis préparé et je fais du Krav Maga et puis voilà, c'est ces gens-là, ils s'imaginent en mode Bruce Willis, quoi. Ouais, mais non, mais Walking Dead. Mais voilà, mais mec, non, parce que quand ils vont débarquer, tu vas pas tenir très longtemps, tu vas créer les conditions du chaos et du conflit là où tu es. C'est stupide de faire ça. C'est Pablo Servigne qui en parle justement sur la thématique d'effondrement. Alors c'est peut-être toi aussi, mais je me souviens d'avoir écouté une interview de Pablo Servigne où il expliquait que justement sociologiquement c'était c'était monter des communautés qui étaient la seule manière en gros de survivre à un effondrement. Mais tout dépend de l'échelle des communautés, quoi. Tout dépend justement de la taille. Il y a une taille critique. Voilà. Et la taille, c'est l'état d'un. Moi, je suis pas sur la communauté, je suis plutôt sur la collectivité. Au sens français du terme, hein, parce que peut-être qu'il fait un anglicisme sans s'en rendre compte. Hein. En anglais, on dirait community. Voilà. Mais c'est pas communauté en français. C'est un faux ami, ça. Ce que les Anglais appellent community, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur les resilience communities en anglais. Ça se traduirait par des collectivités résilientes et pas par des communautés résilientes. Alors sur le mot, je sais pas, je l'ai écouté il y a un an. Non, mais bon, tout ça pour dire que oui, il faut des collectivités résilientes, mais ça se joue à la juste échelle. Si c'est tout petit, ça n'est pas résilient ou ce n'est pas durablement résilient. Parce que forcément, tu as des afflux, tu as des influx de gens qui arrivent à un moment et il faut savoir gérer ça. Des gens qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais qui peuvent l'être. Il faut savoir gérer ça. Il faut une taille critique pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir gérer d'éventuels problèmes. Il faut une taille critique. Et la taille critique, c'est pas 20 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est quelques milliers. Voilà, avec l'ensemble des compétences qui vont bien réunies et avec derrière une capacité de gérer, une capacité de lutter si besoin, une capacité d'aller aider si d'autres ont besoin, une capacité de... Bon, bref. Donc, de produire aussi. Donc, il y a... Et plus grand que ça, plus grand qu'un territoire, c'est de nouveau inextricable. De nouveau, on devient hétéronome, c'est-à-dire totalement tributaire d'approvisionnement, de plein de choses qui viennent d'ailleurs, de gens... Bon. Et donc... Voilà, le territoire. Si c'est un petit village, c'est trop petit. Donc une communauté de communes, dans ce cas-là. Si c'est une grande ville, c'est trop grand. Il faut découper en plusieurs secteurs. Voilà. Bon. C'est ça la juste échelle. Donc je disais, révolution des imaginaires, résilience, reliance. Et le dernier élément, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'il faut rentrer en résistance contre une grosse partie de ce système. Ça ne veut pas dire, c'est pas la même chose que essayer de changer le système. D'accord ? C'est pas pareil. Mais c'est essayer de stopper, de bloquer les parties les plus éminemment destructives ou immondes, ou comment dire, on pourrait dire immorales, ou non éthiques, enfin de ce système. Le bloquer. Et là, oui, on y va quand ? Ah ben oui, on a peur, parce qu'on vit dans le confort, nous, petits Français.
Et la plupart d'entre nous, ils ont peur d'aller à la confrontation. Quand je dis confrontation, je ne parle pas nécessairement en mode émeute. Hein. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Hein. C'est pas nécessairement on balance des pavés dans une vitrine, machin. Mais on y va, quoi. On sort, on y va physiquement, on va exprimer quelque chose. Ça peut être dans la rue, ça peut être par des mobilisations de différentes natures, ça peut être créatif, ça peut être bon état d'esprit, mais quand même ferme, tu vois. Et on y va. On devient un activiste, même si à la base on n'aime pas ça, même si à la base on est bien tranquille dans son petit camp à soi. Mais à un moment, il faut devenir un activiste parce que l'histoire le demande. C'est le sens de l'histoire et c'est le moment de l'histoire. On est à un carrefour. Il y a un moment où il y a des gens qui se lèvent dans l'histoire pour dire stop. Bon, aujourd'hui, on est en train de saccager notre seule planète. Et on n'aura pas le temps d'aller chercher sur une autre planète ou de s'installer ailleurs. Ça prendrait des centaines d'années pour aller faire du mining ailleurs, ou à minima 50 ans. Ça prendrait des milliers d'années d'aller s'installer sur notre planète si ce n'est pas des millions. Il faut arrêter de rêver, d'accord ? La descente énergétique et matérielle va nous frapper bien avant qu'on puisse faire ça. Donc, on a une planète. C'est un vaisseau spatial qui est au milieu de l'espace. Et il y a, comme dans tout vaisseau spatial, c'est ce que j'ai étudié quand j'étais ingénieur, il y a ce qu'on appelle les systèmes de support de vie. C'est-à-dire ce qui permet de renouveler ton oxygène, ce qui permet de renouveler les fluides, de recycler les fluides, la bouffe, le machin, tout ce qui te permet... C'est un circuit fermé, quoi. Voilà, la régulation de température, etc. Tout ça, l'énergie de machin, ce sont les systèmes de support de vie à l'intérieur de ton vaisseau spatial. Bon, mais nous, l'analogie est parfaite avec la Terre, c'est un vaisseau spatial, et on est en train de foutre en l'air nos systèmes de support de vie de manière irréversible. Irréversible. Ou en tout cas à notre échelle. Réversible sur peut-être des dizaines de millions d'années, d'accord ? On aura disparu depuis longtemps. Donc, ça suffit pas pour se lever ? Ça suffit pas pour y aller en mode résistance ? En mode résistance, voilà. Au fond, je pense que... moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais comme je te disais tout à l'heure, un petit peu, je te parlais du truc d'Armageddon. Je pense que les gens, ils croient encore, justement. Et en fait, il faut détruire la mystique autour de la solution. Le solutionnisme, le génie humain, comme réponse à tout. Voilà. Et si tu veux, ce que j'ai dit quand même là, jusqu'ici, révolution des imaginaires, ça se passe au niveau individuel. Rentrer en résilience aussi, même si c'est organiser des choses au niveau territorial en réseau. La reliance, c'est entre les gens, etc. Et puis la résistance aussi, c'est des choix individuels. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'individu quand même. Donc chacun, mais on ne peut pas laisser chacun prendre ses propres décisions et sans rien faire de plus. Si on dit, ça dépend des gens. S'ils ont la présence d'esprit et le courage et la... c'est l'essence même du libéralisme, c'est laisser faire les gens ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Mais là, je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser faire les gens ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut trouver des manières d'avoir de l'impact pour faire en sorte que, certes, ce soit des individus qui se mobilisent, mais que ce soit un maximum d'individus. Il faut massifier le truc. Certes, ce sont des choses qui s'organisent au niveau territorial, parce que c'est que là qu'on peut agir vraiment, à la juste échelle, au niveau territorial. Tu vas me dire, oui, mais face aux grands enjeux mondiaux dont tu me parles, c'est pas à la hauteur. Ben oui. Mais donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit un maximum de territoire. Et on n'arrivera à faire ça qu'en faisant connaître ce qui se fait et en rendant ça inspirant. Ça, c'est un gros travail. Moi, je travaille là-dessus. Comment tu massifies ? Voilà. Il ne s'agit pas de forcer les gens mais il s'agit d'inspirer les gens pour que non seulement ils se bougent le cul, et en plus qu'ils le fassent bien, d'une manière pro-sociale et pas antisociale, d'une manière constructive et pas contre-productive, d'une manière qui crée de la résilience collective, plutôt que de créer de nouveaux rapports de force et de nouveaux phénomènes, si tu veux, d'interaction conflictuelle. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a beaucoup de gens qui disent mais moi, je fais ça, je trie mes déchets, je fais du zéro déchet, du machin. C'est bon, ok, ça suffira pas, mais c'est très bien, j'empêche pas les gens de faire ça. Mais la réponse n'est pas juste individuelle, elle est quand même elle est individuelle et collective. Voilà. Donc après, juste un dernier truc. Tu me disais, ça serait quand même bien d'avoir quelqu'un en haut qui fasse des choses à un moment. Tu me disais, ça serait vachement utile. Non, mais en tout cas, il y a un moment où, voilà, quand on est super fier et qu'on martèle partout que c'est super d'avoir passé une loi en 2040 sur le plastique à usage unique. Enfin, tu vois, ou que encore, je sais pas, il y a des grands groupes bancaires qui disent, ouais, ben maintenant on finance plus le gaz de schiste. Et tu dis, oui, mais bon, vous continuez à financer ça aussi. Il y a un moment où, ouais, il faut qu'il y ait un réveil mondial, ou en tout cas, il faut... Est-ce que politiquement, il faut pas que le peuple ait un moyen de pression autre que juste ne pas réélire les personnes qui sont à la responsabilité du pays, et qu'il puisse y avoir, comme ça a été proposé par plusieurs mouvements, la bascule et autres, l'affaire du siècle, etc., des procès pour écocide, pour au moins faire résonner ce truc-là, comme maintenant, dirigeants
ok, nous, on fait notre part du taf en tant que citoyen, en tant qu'individu, mais maintenant, vous qui êtes aux manettes et qui êtes responsables, en fait, vous n'êtes pas co-responsable. Alors, il faut que le peuple fasse pression. Mais pour que le peuple fasse pression à un niveau qui soit suffisant pour que vraiment ça change tout, parce que le système se réorganise, hein, il lutte, hein, il est résilient justement, tu vois, en lui-même. Donc, pour que ça se passe, il faut que la mobilisation soit massive. Pour que la mobilisation soit massive, il faut nécessairement inspirer beaucoup de gens. On a donc besoin des gens qui sont des producteurs de vision, qui peuvent diffuser des informations également de manière large et puissante avec de l'impact. Donc, on a besoin de ça aujourd'hui. Il faut mobiliser un maximum de gens. Déjà parce que sur le plan culturel, il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de changer un petit peu la culture. On fait ça comment notamment ? On fait ça en montrant des gens qui sont des icônes, des gens à qui les autres ont envie de ressembler, qui font des choses qui montrent l'exemple. Et les gens se disent « Waouh, putain, j'ai envie de ressembler à ce type-là ou à cette nana ». Deuxièmement, on le fait en travaillant presque d'un point de vue marketing, pub. Je suis désolé de dire ça. Parce que tu as bien compris. Moi, je suis d'accord avec non, mais je suis désolé idée-là, parce que je trouve ça triste d'en arriver là. Non, oui, mais aujourd'hui, il faut utiliser. Voilà, aujourd'hui, il faut être dans notre société à nous. C'est peut-être pas le cas pour le coup sur certains autres continents. Hein. Mais là, je parle pour le coup de la France et des sociétés qui sont au même niveau de développement entre guillemets que nous. Globalement, effectivement, il faut utiliser les outils de chaque société. Et chez nous, ce qui va fonctionner, c'est d'utiliser les armes du système contre lui, les retourner contre lui en mode kung-fu, quoi. Hein. Et tu utilises l'énergie de l'autre et hop, tu la retournes contre lui. Aikido. Ou Aikido aussi. Et le truc, c'est qu'il faut donc inspirer et insuffler à l'intérieur de la culture d'autres choses, en rendant ridicule, obsolète, ringarde certains types de comportements et en valorisant d'autres types de comportements. Quand tu valorises ça, quand tu valorises des choses plutôt positives, la solidarité, quand tu valorises la démocratie, entre guillemets, en tout cas le fait de travailler, de s'impliquer collectivement et pas juste de consommer comme un gros porc, quand tu valorises la nature et d'une manière qui est à la mode, pas en chandail et en, je sais pas, enfin, bref, pas certaines caricatures qu'on peut encore avoir aujourd'hui des écolos, même si elles sont un peu surannées. Quand tu valorises tout ça, et ben progressivement, tu vas activer les systèmes de récompense dans le cerveau des gens. C'est-à-dire que les gens vont prendre du plaisir à agir de cette manière-là parce qu'ils éprouvent une valorisation. Voilà, ça va les dopaminer, etc. Bon, donc il y a tout ce travail-là qui doit être fait en amont par les gens qui produisent de la culture. Le problème, tu l'as bien compris, c'est que sur la diffusion de ces choses-là, il faut des gens qui valident les projets, et ces gens-là, ils sont à fond dans un dogme, et puis il faut des gens qui diffusent les projets, et les médias mainstream ne vont rien diffuser ou pas grand-chose qui remettent en question des pans importants de ce système. Parce que, ça commence, voilà, mais ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, et donc il faut véritablement être à fond créatif sur trouver non seulement des nouveaux récits, des nouvelles manières d'inspirer, mettre en avant des gens qu'on va choisir parce qu'ils font vraiment des choses dans le monde réel et les rendre inspirants et les mettre en avant pour créer des icônes, pas forcément des leaders qui auraient du pouvoir, hein, mais des icônes qui représentent quelque chose, des nouvelles hiérarchies de valeurs, etc. Mais aussi être créatif et très entreprenant sur comment tu diffuses ça, comment tu arrives à porter cette information auprès des gens et comment tu arrives dans toutes les communautés, pas juste dans ton entre-soi à toi, dans ta communauté, parce que sinon c'est toujours les mêmes qui voient toujours les mêmes choses et ça n'avance pas trop. Et là, il y a de la vraie innovation à trouver. Là, il y a de la vraie créativité à déployer, plutôt que de rajouter encore une couche technologique sur je ne sais quoi. Je ne dis pas que les technologies n'ont pas leur rôle à jouer une fois de plus, mais c'est trop la finalité aujourd'hui. Donc il y a tout ce travail-là. Et si tu fais tout ça, tu peux encourager des vraies grandes mobilisations, je pense. C'est pas gagné, hein, mais c'est pas impossible. Et ces grandes mobilisations, ensuite, font ce que tu dis. Elles pèsent sur le politique. Elles produisent d'autres choses. Elles montrent des alternatives. Elles montrent la voie. Il ne s'agit pas juste de réclamer. Il s'agit de proposer et de résister. Et voilà. Et après, oui, peut-être qu'un jour, on arrivera à mettre sur un trône quelqu'un qui a une vraie vision, une vraie compréhension, qui est véritablement au service du peuple, qui n'a pas envie du pouvoir, qui considère le pouvoir comme se mettre au service d'eux et pas se servir, et donc qui est quelque part qui, quand il sera sur le trône, véritablement fera ça pour les autres et pour l'intérêt général durable. Et qu'est-ce qu'elle fera, cette personne ? Cette personne, en fait,
Elle va certes devoir bien s'entourer et prendre des bonnes décisions pour un certain nombre de choses qui sont macro, mais dès que c'est possible de rendre les choses micro, il faut le faire. Dès que c'est possible de décentraliser, de redonner du pouvoir au local, il faut le faire. Et cette personne, son travail principal sera, de faire ou de stimuler une immense campagne d'éducation populaire sur ces sujets pour que les gens comprennent un peu mieux et dépassent certaines visions très manichéennes, très simplistes, très caricaturales des choses. Et d'autre part, facilitera l'émergence vraiment d'une kyrielle d'initiatives et de projets de résilience et de dignité territoriale dans le plus d'endroits possible. Ce serait évidemment très utile qu'il y ait un jour cette personne ou ces personnes là-haut qui puissent faciliter en mode top-down une grande émergence bottom-up. Par contre, malheureusement, pour y arriver, ça ne peut pas se faire au sein du système électoral tel qu'il existe aujourd'hui, qui ne peut que produire des gens qui sont les meilleurs pour la promesse creuse, des gens qui sont les meilleurs pour la conquête et pas pour la gestion d'un pays ou la gouvernance. Et donc, il faut nécessairement changer ce système. Et pour le changer, il faut se mobiliser les gens. Il faut y aller. Donc, il faut mobiliser les gens qui créent des récits, les gens qui diffusent, pour pouvoir créer poser les bases d'une nouvelle culture qui va inspirer un maximum de citoyens qui vont se mobiliser pour créer un grand changement de système en mode, il faut y aller, quoi. Il faut dire stop. Il faut vraiment être clair. S'il y a moins de gens qui descendent dans la rue pour lutter contre les dérives antidémocratiques, si tu veux, que pour la Coupe du Monde de football, on est dans la merde. Voilà. Il faut savoir, un moment, hiérarchiser les gens et s'impliquer. On est à un moment où les gens doivent avoir un déclic. Il faut les y aider, bien sûr, sur le fait que c'est le moment d'y aller, de se mobiliser, de devenir un citoyen. D'arrêter juste d'être un individu, consommateur, mais bien un citoyen. Et de lutter, et je termine là-dessus, de lutter pour qu'on ait un monde libre. Et un monde libre, c'est pas un monde qui refuse les limites ou les contraintes qui sont imposées par le monde naturel. Parce que souvent on voit ça, les Khmers vertes, comme tu disais tout à l'heure, ces gens qui veulent nous imposer des limites. Non, c'est des gens qui disent quelles sont les limites. Enfin, en tout cas, ceux qui comprennent bien le truc. Mais je veux dire, si on comprend bien, c'est moi ce que je fais. Je dis, je suis désolé les gars, il y a des limites. Il faut les comprendre et les anticiper. Est-ce que ça nous enlève des libertés ? Pas du tout. Ça nous enlève un truc qui est la liberté de faire chacun de manière égoïste dans son choix tout et n'importe quoi sans limite. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'on passe en dictature. Ça veut dire qu'on passe dans un moment où on choisit vraiment. C'est-à-dire plutôt que d'être dans un endroit où tu te balades dans un magasin et tu as 150 yaourts différents, et c'est plus de liberté, ça ? Non, peut-être pas. C'est de choisir les yaourts qu'on veut. Si on en a 10 ou 20, c'est peut-être très bien. Voilà. Et le fait de ne pas pouvoir aller 10 fois par an à l'autre bout de la planète pour faire du kitesurf dans un pays étranger parce que juste tu peux, tu as les moyens et puis c'est chouette et c'est cool et c'est machin. Juste pas pouvoir faire ça et juste te dire je prends l'avion moins, voire pas, parce que finalement il y a des choses très chouettes ici et retrouver du sens et être avec des gens, machin, c'est enlever de la liberté. C'est effectivement peut-être empêcher les gens de faire juste tout et n'importe quoi sans se poser de questions. Par contre, c'est ça, avoir un monde plus libre, parce que tu vas ménager des marges de liberté collective ensemble. Le monde va rester un monde libre. Ce n'est pas en maximisant les libertés individuelles, je devrais dire individualistes, à vitam, que tu maximises en faisant ça, dans un monde qui a des limites, tu crées un monde qui n'est pas un monde libre, un monde à double vitesse, où tu as de moins en moins de gens qui sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, et de plus en plus de gens qui ne peuvent plus rien faire. Et ça clash, ça va au clash. Voilà. Donc, tu veux un monde libre ? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, je le rappelle. Eh bien, merci. Généralement, je pose une dernière question, mais cette fois, je pense que La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Oui, je crois que j'ai dit le contraire. Non, je sais pas. Je sais plus ce que j'ai dit. Excuse-moi, j'ai peut-être fourché. Il n'y a fauché. aucun problème. Non, mais généralement, je pose une question que je pose à tous mes invités, mais j'ai l'impression qu'on vient juste de la définir, qui est qu'est-ce que pour toi un acteur du changement ? Et je sais qu'on va finir. Et du coup, je voulais juste savoir où est-ce que toi, aujourd'hui, donc pour finir, comment est-ce que tu trouves encore la force de te battre et est-ce que tu es optimiste pour la suite ? Et voilà. Je suis optimiste et pessimiste. Je me positionne pas sur cette dichotomie positive-négative, pessimiste-optimiste, tout ça, ça n'a pour moi pas de sens. Donc je suis optimiste sur le fait qu'on peut encore créer d'autres choses si on le veut vraiment.
sans être non plus un croyant béat que ouais, ça va être trop chouette, ça va être facile. Non, ça va être très difficile et il y a des chances que ça ne marche pas. Par contre, il faut bien faire le choix entre les stratégies qu'on met en place et les démarches que l'on implémente, parce qu'il y a des choses qui sont vouées à l'échec. Et la plupart, pourquoi je dis la plupart ? L'intégralité des stratégies qui nous sont proposées aujourd'hui par nos élites sont à côté de la plaque, sont soit très insuffisantes, mais surtout la plupart du temps sont juste même pas pertinentes. C'est-à-dire que c'est même pas un pas dans la bonne direction. Et je suis désolé, mais la RSE, le machin, c'est même plus un pas dans la bonne direction. Puisque ça consiste à aller dans le sens du développement durable, au sens où ça a toujours été le cas depuis 87 et le rapport Brundtland, notre affaire à tous, notre avenir à tous, pardon, qui est que il faut de la croissance. Voilà. Alors après, on la redistribue bien, et puis on investit dans les développements technologiques pour résoudre les problèmes. C'est le postulat de base qui pose problème. Non, mais ça va pas. Le développement durable n'a jamais été durable. Point. Jamais. Il n'a jamais pu l'être. Donc, faire du développement durable, déjà, les gens vont même pas assez loin dans le développement durable lui-même, et donc on pourrait dire, c'est pas assez. Mais c'est pas juste que c'est pas assez, c'est que c'est carrément pas la bonne direction. Donc bon, déjà, voilà, il y a tout un tas de choses qui font que je suis pas optimiste du tout. Je suis totalement pessimiste sur ce monde-là. Il n'a aucune chance de perdurer. Il est en train de se casser la gueule. Je suis optimiste éventuellement dans le sens qu'on peut se retrouver, que ce ne soit pas les dégâts totaux. Je vais même te dire un truc. Je suis assez content de voir que ce monde-là ne peut pas continuer. Voilà. Il ne peut pas, il ne pourra pas. Et tant mieux, parce que ça devient une horreur absolue. On est quelques privilégiés là, à être dans des décors urbains riches et à penser que ouais, c'est chouette, c'est sympa, c'est cool. Ouais, nos modes de vie entraîne une destruction généralisée de la planète. Et ce que l'on fait aux autres créatures de cette planète est à vomir. C'est indéfendable sur le plan philosophique. Il y en a qui disent « Ouais, moi les animaux, j'en ai rien à foutre. » Ouais, mais réveille-toi, mec. Réveille-toi, parce que pourquoi faire une cloison, si tu veux, entre l'humanité et le reste du vivant ? C'est un peu bizarre, ça. Il n'y a pas des gens... Moi, j'ai des gens, j'en connais beaucoup, qui sont, entre guillemets, de gauche, qui se définissent de gauche, qui sont pour la lutte des classes, tu vois, et qui refusent, mordicus, l'idée qu'il y ait des dominants sur des dominés, qu'il y ait des forts et des vulnérables. Refusent ça. Mais par contre, ils bouffent de la viande, ils n'en ont rien à foutre des animaux, des machins. Pourtant, c'est la même chose. C'est des dominants, cette fois-ci, c'est l'espèce humaine, sur des dominés, sur des opprimés. C'est pourtant la même chose. Donc en réalité, ce type-là n'est pas vraiment contre l'oppression. Il n'est pas vraiment. Il est uniquement quand ça concerne l'homme, mais plus important que ça encore, il est pour la domination de l'homme sur la nature. Et en seconde position, à l'intérieur de l'humanité, il fait un cas particulier pour... Voilà. Si véritablement tu es après, contre... Là, ça relance tout le truc sur les religions même, tu vois. Effectivement, je vais loin et on va arrêter. 2, quoi. On va arrêter, exactement. je clôture. Enfin, tout ça pour dire que voilà, je suis relativement même content, quelque part, que ce monde-là arrive à sa fin, parce que c'est une atrocité, ce monde. Et même si nous, on se masque les yeux. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Effectivement, moi, il y a des gens qui disent que ouais, ça va être chouette, l'effondrement. Non, ça va pas être chouette du tout. Ça va avec tout un tas de malheurs et de tragédies que j'ai pas envie de vivre et que j'ai pas envie que d'autres personnes vivent. Mais bon, au niveau de la vie, si on se place on prend de la hauteur, on regarde la vie sur Terre, et du coup, nous aussi, indirectement, c'est notre intérêt que ce monde-là s'arrête. C'est l'intérêt de tout que ce monde-là s'arrête, que cette civilisation se casse la gueule. Tout va se jouer sur comment elle se casse la gueule. Est-ce qu'on l'aura prévu ? Parce qu'il y en a qui disent, du coup, youpi, l'effondrement. Non, ils se trompent aussi. Est-ce qu'on l'aura prévu ? Est-ce qu'on se sera préparé ? Est-ce qu'on sera résilient ? Est-ce qu'on saura gérer un petit peu le retour de la pénurie, le retour de la rareté, de manière à ce que ce ne soit pas chaotique et qu'on puisse un petit peu gérer ? Ou est-ce qu'on ne se sera pas préparé ? Et quand les ruptures d'approvisionnement essentielles vont se produire, ça va être le chaos total. Et dans ce chaos total, non seulement il y a des gens qui vont s'entretuer, mais en plus, ils vont piller les écosystèmes en chassant et en pêchant tout ce qui se bouffe, en coupant tout ce qui se brûle. Et ça va être une éradication, parce que l'humanité ne va pas s'éteindre sans rien dire. Elle va lutter jusqu'au bout, individuellement, chaque personne va... Et donc, partout, ça va être une hécatombe terminale de la nature. Pour éviter ça, il faut se préparer maintenant. Donc oui, globalement, je termine là-dessus. Oui, un effondrement, en tout cas une grande sortie de ce système fou. C'est en réalité une bonne nouvelle, mais si et seulement si nous nous serons préparés à la résilience entre-temps, et pour l'instant, on n'en prend pas la direction. Voilà, donc pessimiste, optimiste, plutôt pessimiste, on va dire. Oui, mais non, pas vraiment optimiste dans cette voie-là.
Voilà, donc tu avais une autre question rapide et je voulais répondre en une phrase, mais je ne me souviens plus. Il y avait 2 Je t'avais parties. dit où est-ce que tu trouvais la force, mais je Non, pense que ouais. en fait, finalement, tu y réponds un petit peu. J'y trouve pas. C'est pas une question de force, c'est une question de. Il n'y a pas le choix. À la rigueur, s'il y avait plein de gens qui étaient mobilisés, qui portaient le regard que j'ai, qui avaient des super compétences à apporter, qui étaient super inspirants, qui avaient plein de choses qui se faisaient, j'aurais pas forcément besoin de me mobiliser. Si je suis là, c'est parce qu'il n'y a pas. Et que j'ai des choses à apporter et c'est trop important. Je peux pas ne pas le faire. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, merci de faire un tour sur iTunes, de mettre 5 étoiles et un commentaire à ce podcast et de le partager à 1, 2, 3 personnes autour de vous pour le faire connaître. Allez, à bientôt.